Le deuxième de l'étape précédente, Pierre Barbier était au départ ce matin. Pierre Barbier qui vient de lever la main pour saluer à côté d'Axel Laurence notamment et Cyril Gauthier qu'on aperçoit aussi sur ces images pour l'équipe BNB. Hôtel passé vraiment pas très loin d'une victoire hier. Puis vous avez aperçu également Jonathan Milan qui s'est donc imposé pour la deuxième fois en 2 étapes sur ce Tour de Croatie. Ravi de vous retrouver pour poursuivre l'aventure croate. Première arrivée en bosse aujourd'hui. On va peut-être voir Jonas Vingegaard, le vainqueur du Tour de France, s'illustrer. C'est un grand jour, Christophe Riblon. Vous êtes prêt? Bonjour. Ouais, moi ça va. Moi je suis prêt. Ouais. Ah. Vous, ça va? Oui, moi ça va. Bon, très bien. Pourquoi vous pensez qu'il y a des gens qui ne vont pas être prêts sur ce plateau? Je sais pas. On va voir, on va poser la question. Je ne sais pas pourquoi, mais on va poser la question à Patrick en premier. Patrick, est-ce que vous êtes prêt? Je suis jamais prêt. Il est temps de l'avouer en cette fin de saison. Il ne m'est pas arrivé souvent d'être prêt. Pourtant, j'étais là le premier. Enfin, c'est vrai qu'il est très studieux depuis le début de ce Tour de Croatie. C'est bien d'être studieux sur la dernière course par étape de la saison 2022, finalement. Bonjour Kevin. Bonjour Claire. Vous aussi, vous êtes prêt pour ce final? Aujourd'hui, on va voir les gros sortir. Toujours. Toujours. C'est le choix. Ben ouais, exactement. On est parti pour une belle course par étape, en effet, que vous allez suivre jusqu'à dimanche sur la chaîne L'Équipe. On va revenir déjà sur ce qui s'est passé hier, parce que oui, il a fallu expliquer toute cette déception de Pierre Barbier. Ça s'est joué à vraiment rien. On va regarder à nouveau ce final ensemble pour la victoire de Jonathan Milan avec le maillot rouge sur les épaules. Ouais, Jonathan Milan qui a bien anticipé le sprint. Il est parti de loin. Il part au moins à 400 mètres de l'arrivée. Il prend la tête devant Axel Laurence et Pierre Barbier. On a Elia Viviani qui est en 4e position. Et là où il va être très fort, Jonathan Milan, c'est qu'il va résister jusqu'au bout, malgré le fait que derrière on est dans l'aspiration. On vient avec un peu plus de vitesse. Et d'un souffle, on a le temps d'en parler. Il va battre Pierre Barbier, même si Pierre, lui, a l'impression, a le sentiment d'avoir gagné sur la ligne. C'est d'ailleurs pour ça qu'il lève les bras. Jonathan Milan, lui, avait le sentiment d'avoir perdu. Donc comme quoi, des fois, la photo finish et le sentiment sur la ligne peuvent être différents. Patrick, on va s'attarder justement sur cette photo finish, sur cet écart. Oui, c'est un écart qui est extrêmement mince, puisqu'on avait une machine qui était extrêmement performante sur cette ligne d'arrivée et qui a permis d'établir une différence. Regardez bien, c'est un peu ce qu'on a vu en direct, mais j'avais mal situé le point, à vrai dire, hier. C'est pas des millièmes de seconde, c'est pas 4 millièmes de seconde qu'il y a de différence, c'est 4 10 millièmes de seconde. 4 10 millièmes de seconde, je ne sais pas si les gens se rendent compte. Ça se mesure en réalité, mais ça se mesure, c'est une estimation parce qu'on est capable de mesurer l'écart, mais on n'a pas la vitesse instantanée sur la ligne. La vitesse instantanée, on peut l'évaluer autour de 70 km/h, peut-être même un petit peu plus. Ça fait quoi? Ça fait moins d'une seconde, ça fait moins d'un centimètre, ça fait quelques millimètres. Allez, on va dire entre 0,5 et 0,8 mm, entre 5 et 8 mm. Je m'embrouille, j'ai jamais fait Vous avez dit que c'était mieux de compter en millimètres et pas en centimètres. Entre 5 et 8 mm entre les deux. C'est incroyable. 5 et 8 mm, déjà quand on se pose sur une table et qu'on essaye de mesurer 5 ou 8 mm, c'est pas grand-chose. Mais là, il faut imaginer, il déboule à 70 à l'heure. Donc voilà quoi, c'est rien du tout et on comprend effectivement que Pierre Barbier était frustré parce que ça se fait au jeté de vélo en fait cette différence. En plus elle est vraiment instantanée au moment où le coureur ici en rouge, Milan, va jeter son vélo sur la ligne d'arrivée. Vous parliez justement de ce qu'on comprend. Kevin, vous aussi vous l'avez bien compris parce qu'en fait vous l'avez vécu cette situation. C'était il y a un moment, en 2014, mais c'était surtout pour expliquer que vous comprenez que Pierre Barbier a vraiment le sentiment de gagner justement parce qu'il revient de l'arrière à toute vitesse à ce moment-là. Alors là, ça se passe sur le Tour du Limousin à Limoges, 2014. On vous aperçoit là, qui est en train de passer sur la ligne. On voit pas l'écart, mais on comprend. Vous ne levez pas les bras vraiment tout de suite en fait. Vous les levez après. Non, en effet, heureusement. Mais il élève quand même. Non, mais oui, je peux le comprendre parce que voilà, on arrive de derrière, on arrive beaucoup plus vite que le coureur qui est devant nous. Et finalement, ce qu'on voit, c'est que la ligne d'arrivée, on ne s'occupe plus trop de ce qui se passe à côté de nous. Donc le coureur à côté, en fait, on l'oublie parce qu'on le voit décélérer, donc on se dit on est forcément plus rapide. Dans la tête, on est programmé pour le passer et ça paraît normal pour nous de devoir passer à ce moment-là. Et c'est vrai que la ligne d'arrivée arrive très vite. Et je comprends la frustration de Pierre dans ces moments-là, mais bon, après, il y a des photos finish. Enfin, pour moi, il y avait plus d'écart que Pierre il n'y avait pas 8 mm. Non, il y avait une demi-roue. J'ai vu la photo finish, c'était incroyable, mais
C'est une sensation étrange qu'on vit et je peux comprendre la déception de Pierre. On vous accorde presque cette victoire dans votre carrière, donc Kevin. Oui, Voilà, ça aurait été la seule et l'unique. Merci. Nous, on vous l'attribue ici sur ce plateau de Ça va frotter. Patrick, vous vouliez ajouter quelque chose peut-être, ou plutôt argumenter, ça s'appelle le coup de gueule de Patrick Chassé. Ça vous va bien? Voilà, on va se faire des copains encore. Ça faisait longtemps, ça nous fait son. Le tonnerre est arrivé sur le plateau. Écoutez, franchement, est-ce bien raisonnable? Et j'avoue qu'on entend souvent des réflexions sur les réseaux sociaux qui parfois nous semblent injustes. Eh bien, hier, il y avait beaucoup de messages pour dire est-ce bien raisonnable de dispenser, de choisir, de désigner un vainqueur quand la différence est aussi mince. Alors je me suis plongé dans les règlements de l'Union cycliste internationale. Il y a des minimums requis de précision pour départager deux coureurs sur la ligne d'arrivée, mais il n'y a pas de limite dans la précision. Les limites, c'est la technologie. Et bien là, on est un petit peu dépassé effectivement par cette technologie. Parce que si effectivement dans les règlements, une course cycliste professionnelle, ce que l'on requiert au minimum, c'est de départager les coureurs pour 1/10 de seconde. Sur une course World Tour, ce n'est pas le cas du Tour de Croatie de la Croix-Rousse. Sur une course World Tour, les plus grandes courses du monde, ou le championnat du monde, ou les Jeux Olympiques, on doit départager au minimum avec 1 centième de différence. Hier, on n'est pas allé chercher ni les dixièmes, ni les centièmes, ni même les millièmes. On est allé chercher les 10 millièmes de seconde. Mais où va-t-on s'arrêter? Et ça me rappelle un précédent sur le Tour de France, à Nuits-Saint-Georges. C'était en 2017. Il y avait Marcel Kittel et Edvald Boasson-Hagen qui étaient arrivés ensemble sur la ligne d'arrivée. Et il avait fallu les départager. Là aussi, on avait exactement le même écart qu'hier. Et je me souviens que on me l'a rappelé à vrai dire, parce que je ne m'en souvenais pas complètement, mais que certains organisateurs étaient plutôt les organisateurs du Tour de France pour que l'on mette finalement, que l'on désigne les deux coureurs vainqueurs. Eh bien non, le jury des commissaires n'avait pas voulu. Pourquoi? Parce qu'il y a tout simplement une notion qui existe, la notion des ex-aequo. Certes, elle existe dans les règlements de l'UCI. Elle existe, mais il est écrit après épuisement des moyens techniques à disposition des organisateurs. Et bien là, Pierre Barbier a été tout simplement victime de la technologie. Oui, on cherche en fait à mettre une justice dans tout ça, quelque chose d'équitable aussi, et il y a forcément quelque chose qui départage. Là, ça a été le cas. En tout cas, arriver vraiment ex-aequo même dans le même 10 millième, ça doit être vraiment très très rare, et je suis même pas sûre que ce soit si. Alors moi, j'ai un souvenir sur piste d'un titre mondial qui a échappé à Arnaud Tournant. C'était à Berlin pour 1 millième de seconde. Ouais. C'était en vitesse individuelle. Des ex-aequo, on a un exemple également en Australie, alors pas sur les championnats du monde, mais pas les derniers qui ont eu lieu. La fois précédente, c'était il y a 12 ans, et ce n'était pas pour la victoire, c'était pour la médaille de bronze. C'est le dernier ex-aequo qu'on a en date, en tout cas sur une grande course, à Geelong, et donc on avait fait monter les deux coureurs sur la 3e marche du podium. Au moment où je vous dis ça, je suis incapable de vous citer leur nom. Il n'y a pas de souci. Peut-être qu'on n'aurait pas dû les laisser. Vous le ferez pendant le live. Non, mais en fait, ça prouve bien que la photo finish est là pour départager, et que c'est à ça, en tout cas, qu'elle sert. Merci Patrick pour votre plaidoirie. On va appeler ça comme ça. On changera le jingle la prochaine fois. Coup de gueule, ça vous va bien, mais plaidoirie, c'est pas mal aussi. On écoute Didier Rousse pour savoir un petit peu ce qui s'est dit dans le cadre de la BNB Hotel, justement, hier soir. Bon, il ne s'est rien passé d'exceptionnel, je pense que tout le monde l'a vu à la télé. Pierre pensait avoir gagné, et tout compte fait, il y a 4 millièmes, et donc il n'a pas gagné. Sur des petits millimètres comme ça, ou des millièmes comme ça, il a une grosse envie, ça fait un moment de gagner, nous aussi, et voilà, donc c'est comme ça. Il y a une photo finish, il y a des transpondeurs, il y a 4 millièmes, il n'y a rien à dire, c'est tout. Oui, la défaite est reconnue, de toute façon. 4/10 millième, Didier. Elle l'était déjà par Jérôme Pinault hier, qui a eu la gentillesse de nous répondre, le manager. On a eu le coup de gueule de Patrick, il manque l'œil de Christophe Riblon. C'est à moi. À l'école. Non, on en a parlé hier pendant le live et puis en après-course. Moi, je voulais quand même noter le travail de l'équipe BNB Hotel, même si malheureusement Pierre n'a pas pu gagner. Voilà, on a vu quand même sur le final qu'il y a eu un très gros travail et moi, je voulais quand même noter ça. Et en tout cas, pour moi, c'est très encourageant pour les prochaines étapes. Ce sera à reproduire et ça va, et ils vont y arriver au bout d'un moment. Donc voilà, moi, je voulais juste... déjà, là, on est à 1 km de l'arrivée. Je vais mettre pause ici. On avait déjà eu un gros travail avant, notamment d'Alan Boualos. Dans les 10 derniers kilomètres, on a quasiment vu que à l'avant. Donc voilà, juste
pour signaler. Et là, ça, juste pour rappeler, quand même, c'est rare, Kevin. On n'a quasiment pas vu ça de la saison. Non, c'est rare. Ils arrivent à mettre leur travail à contribution là, maintenant. Ça fait un peu tard, mais bon, c'est toujours bien de le faire pour se donner confiance pour l'année prochaine. Mais en tout cas, il y a eu des bons automatismes hier. C'est ce qu'on va voir. Là, on est à 1,2 km de l'arrivée. On a Cyril Gauthier et juste dans sa roue, il y a déjà Pierre Barbier qui est là. Donc là, on est placé. Là, on est avec les meilleurs. Il y a Ilia Viviani qui est juste devant. Ce qui va être surtout intéressant par la suite, on va le voir sur la prochaine vue d'hélicoptère, c'est qu'il va y avoir un autre coureur qui va venir aider Pierre. Là, Cyril est en train de s'écarter. Pierre se retrouve un petit peu tout seul, mais là, il est placé. Il est là, en 4e position. Donc Pierre est ici. Coucou voilà. Pierre. Il est là, Pierre Barbier et Axel Laurence. Regardez où il est à ce moment-là de la course. Là, on est à moins d'1 kilomètre de l'arrivée. Et ce qui va être intéressant, c'est surtout de voir la progression que va faire par la suite Axel Laurence pour justement venir prêter main forte à son sprinter sur le final. Regardez, il se décale et là où il va faire quelque chose de très intelligent, c'est qu'il va venir à l'extérieur ici, comme ça, pour venir chercher son leader. On va le voir sur la prochaine image. Là, on va aller chercher un droite, un gauche. Regardez, là, il est en train de remonter à l'extérieur, il prend le virage beaucoup plus vite. Donc, il fait plus de chemin. Il fait plus de chemin, mais il va surtout beaucoup plus vite. Il va surtout beaucoup plus vite que les autres. Et regardez ici, là, on est à 400 mètres de la ligne. Et là, c'est quand même très intéressant, c'est qu'à ce moment-là, on se retrouve avec, donc, on va enlever ça, on se retrouve avec donc, Axel Laurence ici, on se retrouve avec Pierre ici, et regardez bien comment Attendez, les deux Christophe, coureurs... avant, j'ai une autre question. Comment il le sait, là ? Comment il le sait, Pierre Barbier, qu'Axel Laurence est remonté ? J'ai essayé de revoir sur l'image si Axel Laurence lui parle, mais je pense que quand il est dans la roue, et ça, peut-être Kevin peut mieux nous le dire, parce que Kevin était un vrai poisson pilote, je pense qu'à ce moment-là, il y a un cri d'Axel, genre Pierre, et honnêtement, parce quand on voit l'image, hein. Là on voit sa tête quand on voit l'image, il réagit tellement vite qu'il a dû lui signifier qu'il était là. C'est instinctif, voilà, il y a un petit cri, enfin pas de geste, mais plus un cri, il l'interpelle. Et voilà, on voit que Pierre n'est pas surpris par le positionnement d'Axel, et tout de suite il réagit. Il tombe directement dans sa roue et puis il lance le sprint aussitôt. Et là, à ce moment-là, là où on a déjà Jonathan Milan qui est déjà dans le vent, qui a déjà anticipé, sur la droite, qui a lancé de très loin, et ben Axel Laurence a pu permettre à Pierre Barbier de profiter encore un tout petit peu d'aspiration, même encore à ce moment-là, juste avant, là, sur l'image précédente. Regardez, là on est à 100 mètres de la ligne, je reviens un petit peu en arrière. À ce moment-là, Pierre est encore dans la roue d'Axel Laurence, donc il bénéficie encore de l'aspiration. Malheureusement, il va terminer deuxième, mais c'est ça qui lui fait qu'il a cette énergie un petit peu supplémentaire sur le final où il a failli aller battre Jonathan Milan. Donc voilà, c'était juste pour signifier ce travail qui pour moi est à mettre en avant. On le voit peu, on le voit pas souvent. Et au vu de ce qu'on a vu là, en tout cas, c'est une des équipes qui est le mieux en capacité de pouvoir emmener les sprints, donc à suivre sur ce Tour de Croatie. À remettre en action notamment. On précise juste qu'Axel Laurence a terminé 4e également. On peut revoir juste la fin de la ligne d'arrivée là ? C'est possible de la revoir ? Je veux juste vous indiquer un truc, parce que comme Cyril Guimard il n'est pas là, et qu'on a une pensée pour lui. Non mais regardez, on vous a dit que ça jouait à 4/10 millième. Non, la fin. Juste la fin de la ligne d'arrivée. Vous savez ce que je veux dire ? Allez Christophe, on y va. On y va. Non, mais attendez, c'est important quand même, parce que c'est un vrai débat. J'entends dire aussi parfois qu'on moque Cyril. Bon, on va laisser couler là. Encore une fois, c'est pas une arrivée en ligne droite. C'est pas une arrivée en ligne droite qu'on a. Bien sûr. C'est une arrivée en courbe. Mais d'où ça vient ? Pas ça, là c'est un vrai virage, mais on va arriver sur la ligne d'arrivée, et c'est une arrivée en courbe, encore une fois. Mais d'où vient cette mode de faire des arrivées en courbe ? Alors, l'idée, parce que tout ça peut paraître hyper chauvin vis-à-vis de Pierre Barbier, toutes nos démonstrations. Ici, on le voit, là, qu'on est clairement à sommet de la ligne, et on est dans une courbe à droite. Donc là, il fait l'extérieur, et la ligne est évidemment, elle aussi, un peu en diagonale par rapport à cette courbe. Donc par conséquent, il fait plus de chemin, et la ligne est plus loin pour lui que pour le coureur qui est à sa droite. Une ligne d'arrivée doit être tracée sur une ligne droite, c'est pas moi qui le dis, c'est le règlement de l'UCI. Allez, on va se retrouver dans quelques instants pour poursuivre ce Ça va frotter. On est revenu sur l'étape d'hier, on va venir sur l'étape d'aujourd'hui, également arrivé en bosse. Et on vous rappelle qu'il y a Jonas Vingegaard, Michał Kwiatkowski et Geraint Thomas sur la ligne de départ.
Allez, Jonas Vingegaard, qui était au départ un peu caché par Koen Bouwman, mais finalement, il se retourne en plus. Il n'en a rien à faire de la caméra de Charlie Fort-Boursereau. Il est là, Jonas Vingegaard, et il a peut-être des ambitions aujourd'hui. On rappelle que c'est sa rentrée après le Tour de France. Le voici donc sur la Crow Race et toujours dans les temps pour le moment pour le classement général. Patrick Chassé, on va s'interroger au profil du jour parce qu'enfin, il y a une base dans le final. Oui, c'est vrai qu'on a eu la pluie le premier jour. Hier, on a eu un sprint plutôt houleux. Bah, vous voyez ce parcours finalement, hein, on y trouve toujours une satisfaction et aujourd'hui ce sera le cas parce que la bosse, c'est une chose. Regardez ce parcours. Bon, là, vu comme ça, c'est pas forcément hyper glamour. Hein. Ça va être très sympa touristiquement parlant. Alors, vous avez parfaitement raison, effectivement, parce que cette côte sur l'Adriatique est magnifique. Et d'ailleurs, sur le premier sprint intermédiaire, on passe, vous le voyez, dans des petits... Enfin, vous le voyez, vous le devinez, dans des petits ports de pêche intéressants. Et il y a cette boucle à la fin d'une bonne 60aine de kilomètres pour aller chercher les difficultés et pour revenir à Primostène. Primostène qui est un magnifique petit village de pêcheurs, vous verrez ça tout à l'heure. Mais surtout, surplombant Primostène, eh bien, il y a cette côte à l'arrivée. L'avant-dernière n'est pas très difficile, hein, on vous le dit tout de suite, mais c'est surtout l'arrivée finale qui sera très intéressante, même si elle est classée en 3e catégorie alors que l'avant-dernière est en 2e catégorie. C'est pas là le moindre des paradoxes et surtout, c'est une arrivée gravel. Ça veut dire qu'on va avoir de la terre, un vrai chemin de terre pour finir cette étape. Et ça, évidemment, ça nous annonce un certain nombre de bouleversements. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Je ne sais pas si vous allez poser la question à nos consultants, mais j'en connais un qui n'est pas vraiment tout à fait favorable à ce genre de choses. Je vais déjà aller voir Charles-Antoine Nora. C'est vous qui décidez. Et sur le terrain, Patrick, enfin moi et vous d'ailleurs, parce que lui, il est pile poil, regardez, dans ce chemin de terre, justement. Bonjour Charles-Antoine, vous êtes accompagné de Charlie Fort-Boursereau, toujours. Alors, quel est l'état déjà? Je vous lance comme ça, parce que sur le roadbook, c'est marqué Damage Road, je crois, sur ce final. Ça veut dire route endommagée. Ça va? Bonjour Claire, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, route endommagée ou comme on dit aujourd'hui dans le cyclisme professionnel, du gravel. Sur une première partie, on se situe environ à 500 mètres de la ligne d'arrivée. On a environ 500 mètres du coup de en gravier, c'est-à-dire c'est tout simplement un chemin de terre comme on peut retrouver sur l'Estrade Bianche. Et ça, c'est pour la première difficulté. On va basculer la caméra et on va vous montrer là où commence le bitume, c'est-à-dire la deuxième partie. Donc un enrobé qui reste quand même très dommageable. C'est pas du tout un très bon enrobé. Il y a encore pas mal de cailloux à cet endroit-là. Et surtout, comme vous pouvez le voir, il y a des pourcentages effrayants, on peut le dire. On est entre 15 et 20% sur cette zone. Ça nous fait un petit peu penser, on va le dire, au Pays Basque ou à la Vuelta, le Tour d'Espagne, qui a l'habitude d'organiser des montées sur des montées comme ça assez étroites et compliquées. C'est un effort qui va parfaitement convenir, on va le dire, aux punchers du peloton, ces punchers qui aiment bien ces efforts lactiques de 4 à 5 minutes. En tout cas, ici, on est sur, ça va nous promettre beaucoup de spectacles et je vous propose d'écouter Didier Rousse, le manager de l'équipe BNB Hotel KTM, qui est allé hier soir repérer cette montée finale. Alors oui, c'est un peu gravel. Maintenant, ils l'ont quand même bien arrangé par rapport aux photos que l'on pouvait voir sur Google Earth, ça n'a strictement rien à voir. Donc oui, c'est gravel parce que c'est en terre, mais à 500 mètres de la ligne, en fait, ça devient, c'est cimenté. Et jusqu'à 50 mètres à peu près de l'arrivée, où là, c'est un replat et c'est du gravier, quoi. Voilà pour ce qu'on pouvait dire sur ce final. Qui est contre, du coup? Ah non, c'était pareil. Je pense pas que Patrick parlait de nous. Hein. Si. Ah bon Mais c'était pas toi. C'était moi. Ah oui. Non, je trouve ça dommage de mettre des fins de course comme ça. Ça peut gâcher un peu la fête. On peut avoir des pépins mécaniques, des crevaisons. Voilà, on n'est pas sur une grande course, mais si on commence à avoir ce genre de terrain sur les plus grandes courses du calendrier, ça peut être compliqué. Charles-Antoine avait un truc à ajouter qu'il ne nous a pas dit et qui doit être très intéressant pour qu'il accepte de couper Kevin Reza, ou l'inverse, vous avez compris. Je ne coupe pas Kevin Razage. Je voulais juste rajouter que oui, il y a des coureurs qui ne sont pas forcément d'accord avec ce genre de montée. En tout cas, pour les organisateurs, ça promet un spectacle fou. Vous voyez, les coureurs, ils vont être à l'arraché dans cette dernière partie. Et ça monte comme ça, en fait, jusqu'au final. Les derniers 100 mètres sont ultra difficiles. En plus, il y aura du vent de côté. Vraiment, ça promet du beau spectacle. Alors nous, pour les téléspectateurs et les suiveurs du peloton, c'est parfait. Certes, pour les coureurs, ça va être moins marrant. Il y en a peut-être quelques-uns qui vont regretter d'être venus ici sur cette Crow Race. Ouais. Il y a beaucoup de vent en plus à l'arrivée dans cette bosse, au sommet de cette bosse, vous voyez les images également. Messieurs, on a parlé des punchers. Est-ce qu'un coureur comme Jonas Vingegaard peut quand même pas faire quelque chose aujourd'hui? On l'écoute et puis vous me donnez des éléments de réponse derrière, toujours au micro bien sûr de nos envoyés spéciaux.
Ouais, ça va plutôt bien. Je suis content d'être de retour en course. Et aujourd'hui est une étape difficile, donc j'espère que les gens me répondront présent. Je m'attends à un final très compliqué, donc je vais faire de mon mieux. Il aura la pancarte ou pas? Oh bah oui, oui, non mais certainement, c'est sûr. Non mais Vingegaard, il a des qualités pour ça. En tout cas, moi je me souviens de son arrivée à la planche des belles filles. La super planche même. La super planche, oui. Certes, il avait été battu par Pogacar. Il est revenu dans un deuxième temps, il avait fait un écart, Vingegaard, sur cette étape. Il n'est pas dans la même condition physique, on s'en doute, mais en tout cas, on est à peu près sur le même type d'arrivée avec des pourcentages très, très importants. Non, ça lui correspond complètement. Après, dans quel état de formulaire on aura un élément de réponse aujourd'hui? Alors attention, pardon, je complète. Je ne me permettrai pas. On est dans le même type d'arrivée, mais ce n'est pas la planche des belles filles. C'est-à-dire que là, ça monte en tout et pour tout pendant 1,5 km. Oui, bien sûr. Y a pas, alors qu'on sait que sur le Tour de France, il y avait eu tout un écrémage avant, et donc ils s'étaient pointés tous les deux, effectivement, Pogacar et Vingegaard dans le final. Donc d'autres profils de coureurs vont certainement résister également aujourd'hui et plus nombreux. Les pronos. Alors je sais que sur ce plateau, 2 personnes ont choisi le même coureur, dont pour l'instant je n'ai pas l'identité. Du coup j'espère, Charles-Antoine Nora, que vous avez choisi vous aussi, histoire de bien les piéger tous les deux. Dites-nous. Santiago Buitrago. Ah non, mais c'est bien joué quand même. Christophe. Moi je vais prendre Patrick Bévin. Patrick. Merci Claire. Oscar Only. Oh. Kevin. Bon ben, Il m'en veut. Mais vous avez gagné hier, hein, c'est pour ça. Hier, il me l'avait piqué, rappelez-vous, hein, quand même. Allez, je vais mettre Damiano Caruso. Damiano Caruso, vous avez presque gagné hier. Je corrige, presque vous êtes passé pas très loin hier. Bref, on est je vous attribue Vingegaard alors. Ah bah allez, voilà, je prends Jonas Vingegaard aujourd'hui. C'est rien en plus. Voilà, moi j'aime bien qu'on m'attribue des pronos, c'est sympa. On lance la course, le direct de cette 3e étape, et puis on se retrouve juste après. Je vous précise quand même qu'il est 22e au général, hein, Vingegaard, il est encore placé, il peut encore gagner ce Tour de Croatie. Personne n'y croit. Ce qui est déjà parti, 68 km 500 encore à parcourir. Et si vous n'étiez pas avec nous il y a quelques instants dans l'avant-course, c'est le final surtout qu'il va falloir surveiller avec des pourcentages terribles et puis une portion en gravel. Et oui, on attend les favoris, les hommes forts, et peut-être le classement général va se dessiner une première fois avant une étape plutôt reine qu'on attend samedi. Voilà, messieurs, ce qui se passe. Jonathan Milan est toujours leader. Bien sûr, c'est pour ça que pour l'instant, on s'attarde sur la Barra de Mérida du côté de la réalisation. Rebonjour Patrick Chassé, Christophe Riblon et Kevin Reza. Merci Claire Bricogne. On voit effectivement l'équipe Bahreïn qui contrôle le peloton dans les 70 derniers kilomètres de course, avec une échappée qui a pris les devants dès les premiers kilomètres de course, une échappée de 7 coureurs. 7 coureurs, bon, ça ne concerne pas au premier chef pour l'instant Pierre Barbier, que vous voyez ici avec le maillot bleu sur les épaules. Pierre Barbier, qui n'est pas leader du classement par points, mais qui est le deuxième de ce classement. Le leader du classement par points, c'est évidemment le vainqueur des 2 premières étapes, Jonathan Milan, qui est également le leader de la course. Bon, il a retrouvé le sourire, Pierre, malgré tout, sur ces images. Il est aux côtés de son équipier, Cyril Gauthier. On aperçoit également Alan Boileau. Tout le monde est là. Tout le monde autour de lui, effectivement, toute l'équipe. Mais on est plutôt à l'arrière du peloton. Et puis le maillot blanc, il est porté par Axel Laurence. On était... Je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais on était quand même pas loin du jackpot pour cette équipe, parce que certes il n'est pas assis hier, il gagne l'étape, il est peut-être pas leader du classement par points, mais ils ont quand même le classement de meilleurs jeunes, ils sont placés. Pour l'instant, hormis je dirais cette frustration de l'étape d'hier, c'est un sans faute pour l'équipe BNB Hotel KTM. C'est vrai, ils ont commencé ce Tour de Croatie de très belle manière, avec l'offensive dans le final de Victor Koretsky la première étape. La 2e place hier de Pierre Barbier et la 4e place d'Axel Laurence. On ne peut pas espérer mieux, à part la victoire hier qui est passée tout proche de... Enfin, très peu de... Il y a pas très peu de fautes de leur part, et je pense que voilà, ils vont continuer comme ça avec une arrivée qui peut correspondre à Axel ou à Victor aujourd'hui.
Alors que vous apercevez maintenant les coureurs qui figurent dans l'échappée. On vient de voir Manuele Tarozzi. Et ici, on aperçoit Mathias Reutemann qui était échappé le premier jour. Le maillot bleu de l'équipe Eolo Kometa, c'est le Britannique Mark Christian. L'équipe Meridiana est représentée par Vedad Karic, ici au premier plan. Le maillot vert est présent, c'est le leader du classement de la montagne présent dans cette échappée. Il était déjà échappé hier, c'est le Polonais Tobias Polak. Et puis également dans cette échappée, eh bien, on retrouve un autre récidiviste, le Croate Viktor Potoki de l'équipe Ljubljana. À l'arrière, on retrouve à nouveau Axel Laurens. Quand je dis à l'arrière, c'est à l'arrière du peloton, pas seulement dans le peloton. Bon, là on est encore en grande décontraction, mais surtout attardons-nous sur l'écart. Christophe Riblon, 1 minute et 47 secondes. On n'a pas laissé vraiment de marge de manœuvre, une fois de plus, aux coureurs échappés. On s'en méfie quand même de ces échappés. Et on le doit à la formation Bahreïn, qui, à l'image de ce qu'elle a accompli hier, doit assumer dès le premier kilomètre le contrôle de la course. Oui, c'est ça. Non, bah, oui, on laisse aucune marge de manœuvre à l'échappée, clairement. Là, on voit 2 minutes. En plus, on le voit dans le peloton, ça roule quand même relativement vite. C'est Vingegaard que l'on aperçoit ici. On n'est toujours pas, on a en tout cas pas du tout l'intention de laisser l'écart repartir à la hausse. Donc oui, on s'en méfie. Il y a 7 coureurs devant. Voilà, tout simplement, l'équipe Bahreïn veut garder les échappés tout proches pour pouvoir aller les chercher quand ils l'auront décidé. Alors justement, les échappés qui vont passer sur le sprint intermédiaire sans se le disputer réellement. Non. Et c'est le coureur de l'équipe Meridiana, Vedad Karic, qui passe en première position devant le meilleur grimpeur, Tobias Polak, en 3e position. C'était Tilen Finkst. Ah, je ne l'ai pas cité d'ailleurs. Tilen Finkst, qui est un coureur slovène, membre de la formation Adria Mobile. J'ai oublié de vous donner son nom tout à l'heure en énumérant les coureurs échappés. Ici, c'est bien Vedad Karic que l'on retrouve. Bon, alors ce sont les équipes continentales. Bah écoutez, on en a 4 qui sont représentées à l'avant. Et puis on a également des pro teams, c'est-à-dire la 2e division. Vous voyez ici en dernière position Tarozzi de l'équipe Bardiani CSF. Et puis également Mark Christian de la formation Eolo Kometa. On a envie de dire que le niveau est un peu plus relevé effectivement que lors des échappées hier et le premier jour, par la présence à la fois d'un nombre de coureurs un peu plus important et puis parce que bah voilà, ce sont des coureurs pour certains qui sont quand même déjà dotés d'une, si ce n'est d'un bon palmarès, en tout cas d'une belle réputation. Alors, avant de passer la parole à Kevin Reza, regardez, il y a du changement, puisque l'on voit l'équipe Jumbo-Visma qui vient prêter main forte maintenant à la formation Bahreïn Victorious. Effectivement, ouais. Vingegaard qui met un équipier à rouler à l'avant. Une autre explication aussi de pourquoi on ne laisse pas non plus partir l'échappée. Il y a un coureur qui est relativement bien classé au général. Il y a Tilen Finkst à l'avant qui est 43e à 52 secondes. Donc voilà aussi pourquoi on ne peut pas se permettre pour l'équipe Bahreïn de laisser vraiment filer cette échappée. Il y a une équipe qui est quand même, je dirais, mal engagée dans ce Tour de Croatie, qui est pourtant l'une des 6 équipes du World Tour présente sur cette 7e édition. C'est la formation Trek Segafredo, dont le leader est Jon Aberasturi, puisqu'elle a enregistré 2 abandons, cette équipe. 2 coureurs qui ne sont plus en course. Holgard, qui a dû abandonner parce qu'il était malade, Marcus Holgard, et également le jeune Italien Antonio Tiberi, qui lui est blessé et qui, pareil, a dû renoncer. Donc c'est déjà 2 abandons. Je crois que ce sont d'ailleurs les 2 seuls abandons qui ont été enregistrés depuis le début de la compétition sur cette épreuve. Oui, c'est bien ça. On vous confirme le classement avec le Vedad qui est passé ici en première position sur ce sprint intermédiaire sans véritable enjeu. Bon, on nous a aussi montré le premier sprint de la journée. Lui, on l'a pas eu à l'image. Il était au bout de 33 km. Mais bon, c'est anecdotique. L'échappée est devant. On l'a dit, le mieux classé, il est à 52 secondes. Donc voilà, il n'y a pas de grosse incidence. Il n'y a même aucune incidence pour l'instant sur le classement général. Regardez comme c'est joli, justement, vous le disiez, cette côte adriatique en Dalmatie. La Dalmatie, c'est une région historique de l'ancienne Yougoslavie.
qui s'étale le long de l'Adriatique sur 350 km. Et là, vous apercevez Primosten, qui est donc ce village de pêcheurs où sera jugé à proximité, en tout cas pas sur cette presqu'île, mais à proximité dans la ville nouvelle, eh bien l'arrivée de cette deuxième étape. Là, vous voyez effectivement l'ancien village de pêcheurs. À l'origine, c'était une île, hein, d'ailleurs. Et puis, on a remblayé de chaque côté, effectivement, pour faire une route, un pont en premier temps, et puis c'est devenu une route avec je dirais, l'urbanisation. Tout est relatif, parce que là, on parle d'une époque qui est bien lointaine. Les conditions météo, elles sont bonnes. Vous avez vu, hein, on a commencé avec de la pluie. Hier, il y avait juste un nuage. Aujourd'hui, il y a même un petit soleil qui pointe. Un petit soleil, mais un peu de vent de prévu aujourd'hui, à 30 km/h. On verra si ça jouera dans le final. Apparemment, ça s'est découvert dans la dernière ascension. Tout à l'heure, Charles-Antoine Nora, notre envoyé spécial, nous a montré une vue du sommet de cette étape, de l'arrivée en altitude. Eh bien, on a bien vu quand même que le sommet était balayé par le vent. Donc attention. En tout cas, ça ne trouble pas la sérénité de Jonas Vingegaard, ici, qui a salué les téléspectateurs. On le voit ici avec ses équipiers. Regardez à nouveau cette image de l'arrivée, image enregistrée tout à l'heure. Beaucoup de vent. C'est quand même le signe, effectivement, que le vent est présent sur ce sommet. Vent de côté, vent latéral. Alors 1 minute 40, bon, encore une fois, attention à cet écart, hein, parce que l'écart GPS sur le Tour de Croatie, il est un petit peu capricieux, mais pour l'instant, en tout cas, on n'est pas très loin derrière les échappés. Oui, ce Tour de Croatie, cette Cro Race, comme on l'appelle depuis 2019, est quand même aussi un prétexte, et c'est, je dirais, le pendant des courses de vélo sur route, à nous montrer les plus belles régions de ce pays. Et là, je parlais de la Dalmatie, eh bien c'est une région qui va au-delà d'ailleurs des frontières actuelles de la Croatie, puisque elle s'étale jusqu'au pays voisin, le Monténégro et l'Herzégovine. Enfin, l'Herzégovine, la Bosnie-Herzégovine. Bon, nous on en profite, les coureurs n'auront pas le temps. Puis là ça paraît simple, hein, là finalement l'arrivée. On se dit ah bon, ils arrivent là, bah, c'est pas très méchant finalement. Oui, petite montée, encore une fois c'est pas sur l'île, c'est sur le continent. Cette montée d'1 km 500 avec des pourçages jusqu'à 15-16% et surtout cette fin de montée gravel, donc sur chemin. Qui provoquera la décision. Le classement général, jetons un œil sur le classement général. On vous a dit Jonathan Milan, dont l'équipe roule actuellement en tête du peloton, a remporté 2 étapes. Ça lui permet d'augmenter son avance sur ses poursuivants. Pierre Barbier, deuxième hier, a empoché des secondes de bonification, ce qui fait qu'il n'est qu'à 6 secondes de Jonathan Milan. Sacha Modolo est également à 14 secondes, il est à 14 secondes. Pourquoi Pierre Barbier à 6 secondes? Non, Pierre Barbier, il est à 14 secondes également. Il y avait une petite erreur, j'ai l'impression. Voilà, c'est moi qui ai mal lu peut-être. Oui, c'est ça, ouais. Non, c'était comme Pierre ça. Barbier à 14 secondes, Sacha Modolo également, tout comme Kenny Molly qui avait pris des secondes de bonification en cours de route. Elia Viviani, par le jeu des bonifications, hier, en prenant la 3e place, est à 16 secondes. Jacopo Mosca, qui avait pris lui des secondes en cours de route, est à 17 secondes. Et Alex Jaime, également échappé hier en début d'étape, a pris une ou deux secondes de bonification. 2 secondes de bonification. Victor Koretsky, 8e. Déjà à 19 secondes, mais surtout derrière 31 coureurs qui sont à 20 secondes du leader de la course, parmi lesquels, je dirais, les principaux favoris de ce Tour de Croatie. On peut peut-être les rappeler quand même. Jonas Vingegaard, évidemment, qui est placé à 20 secondes. On peut citer parmi ces coureurs placés Santiago Buitrago, le Colombien de l'équipe Bahreïn, son coéquipier Matej Mohoric, ce qui fait de cette équipe Bahreïn quand même la formation la mieux outillée pour le classement général, parce qu'il y a, ne l'oublions pas aussi, Jonathan Milan, le leader. Et puis on peut citer également parmi les coureurs placés peut-être qui concerne l'équipe Israël Première Tech, Patrick Bevin.
En ce qui concerne l'équipe DSM, également Chris Hamilton. Je vous cite comme ça quelques favoris en pâture. Est-ce que vous voulez en rajouter? Ineos? On n'a pas parlé d'Ineos. On n'a pas parlé d'Ineos parce que est-ce qu'ils jouent le classement général, eux? On ne sait pas en fait. On ne sait pas, mais bon, c'est une équipe qui joue toujours le classement général. Alors ça va être certainement avec un de leurs coureurs jeunes. Ce ne sera pas avec les têtes d'affiche, ce ne sera pas avec Geraint Thomas, ce ne sera pas avec Omar Fraile, ce ne sera pas avec Kwiatkowski. Ça ne sera pas avec Elia Viviani qui est le mieux placé. Elia Viviani qui est le mieux placé à 16 secondes parce qu'a priori ce sera trop dur pour lui. Mais voilà, il y a à 20 secondes, dans ce groupe de coureurs à 20 secondes, là une trentaine de coureurs, 31, il y a Brandon Rivera et Kim Heiduk, donc à voir. L'ascension elle fait que, entre guillemets, elle fait que 1 km 600, donc pour un coureur très bon puncher, ça peut tout à fait passer. Il n'y a pas besoin d'être un pur grimpeur pour faire un gros résultat aujourd'hui. Vous avez oublié Patrick, mon favori du jour, Damiano Caruso, qui fait partie des meilleurs punchers de ce peloton-là aujourd'hui. Et vous avez raison, il est à 20 secondes également. Exactement. Et aujourd'hui, il est sur un terrain. On peut avoir fait le choix de se sacrifier les jours précédents pour favoriser la victoire de son coéquipier Jonathan Milan. Et aujourd'hui, bien sûr, jouer sa propre carte en vue d'un bon classement général. Est-ce qu'on connaîtra le vainqueur au soir de cette étape, le vainqueur final, ou est-ce qu'une bonne option sera prise à l'issue de cette étape aujourd'hui? En d'autres termes, est-ce qu'on va faire des écarts aujourd'hui dans cette étape et de quel ordre selon vous? Il y aura des écarts, c'est sûr. De quel ordre? Déjà, il y a les bonifications à l'arrivée, donc il faudra voir le classement à l'arrivée. Après, oui, aujourd'hui, il peut y avoir 10, 15, 20 secondes entre certains coureurs. Donc, en tout cas, si ce soir on pourra peut-être pas affirmer qu'un coureur a gagné le classement général, il y en a qui vont le perdre, ça c'est sûr. Aujourd'hui il y a des coureurs qui vont perdre trop de temps. Les coureurs qui seront au-delà de 20 secondes pour moi auront perdu le classement général parce que tout simplement le parcours ne leur permettra pas de reprendre autant de temps. C'est vraiment une course qui va être serrée, qui va certainement se jouer avec les bonifications aussi. Donc il y a l'étape de samedi qui est difficile. Mais si aujourd'hui on n'est pas en capacité de pouvoir figurer parmi les meilleurs, je vois pas comment samedi on peut inverser la tendance. Ouais, c'est une course qui me fait rappeler aussi autour du Limousin, c'est des courses par étapes, mais qui me faut penser à des courses sprint. C'est ça. Parce qu'il n'y a pas de gros écarts à l'arrivée, et puis le groupe est tellement homogène, le peloton est tellement homogène que ça fait pas des écarts très importants au final. Mais justement, l'arrivée aujourd'hui, vous les voyez arriver comment? C'est un petit groupe, c'est un par un, c'est un par un avec des écarts faibles. C'est difficile. La question, je le dis pour nos téléspectateurs, la question que je pose à Kevin Reza et Christophe Riblon, parce que on n'est pas sur place. Alors, on a eu les infos de Charles-Antoine Nora. On a vu on imagine un peu à quoi ressemble cette ascension. Hormis l'aspect gravel, il y a la pente. Ils vont pas arriver en peloton évidemment. Non, puis il y a la bosse avant. Il y a la bosse avant qui se situe à une dizaine de kilomètres de l'arrivée. Alors j'ai plus en tête longue mais moins pentue. Plus longue mais moins pentue, ouais, effectivement. Mais elle est quand même relativement longue. Quand on a vu les écarts qui ont été faits, notamment sur la première étape, on avait qu'une quarantaine de coureurs au sprint. Là, ça fait 3 km 400 à quasiment 6% de moyenne. Donc si ça monte vite, ça va monter vite, c'est une certitude. Déjà, il va manquer beaucoup de monde dans le peloton. Donc déjà, cette ascension, elle va déjà faire mal, elle va déjà faire une première sélection. Après, se projeter sur l'arrivée, oui, je pense qu'il y aura 1, 2, 3 coureurs qui vont être au-dessus du lot et qui vont prendre du temps aux autres. Après, dans quelle proportion, c'est toujours délicat à dire. C'est déjà délicat de trouver dans nos pronostics qui est en capacité de pouvoir l'emporter aujourd'hui. Alors annoncer un écart à l'arrivée, ce qui est sûr, c'est que de toute façon il y aura les bonifications à comptabiliser en plus, et on l'a dit, les bonifications ont une grosse importance sur ces courses de moins d'une semaine. Alors on sait qu'il y a aussi côté français, parce qu'on a parlé des favoris, l'équipe BNB Hotel KTM qui est placée. Pierre Barbier, aujourd'hui c'est trop dur pour lui, il est deuxième du classement général mais il va rétrograder selon toute vraisemblance. Victor Koretsky, je l'ai cité tout à l'heure, 8e, il a une petite seconde d'avance par rapport à ce groupe de coureurs qui est à 20 secondes. Attention, lui sur gravel, c'est quand même un coureur qui peut tirer son épingle du jeu. Et puis on a également Axel Laurence qui est en forme, qui a gagné la Bretagne Classique, qui était placé hier 4e, qui a fait 2e de la Bretagne Classique, qui est justement en quête, comme Pierre Barbier d'ailleurs, d'un premier succès chez les pros. Là c'est la jeunesse. Pierre Barbier, vous avez pu l'entendre hier. Aujourd'hui, Axel Laurence, ce matin plus exactement, il s'est confié à Charles-Antoine Nora. Écoutez bien ce qu'il dit.
parce que finalement il va nous sortir du chapeau peut-être un nom que vous n'avez pas cité jusqu'à présent. Ça va être un très très gros final avec des chemins donc, et beaucoup de pourcentage. Donc ouais, on a 3 belles cartes avec Victor, Alan et moi-même. On est encore placé au général donc après ça va être une montée sèche. Ça va être très très raide. Il va falloir avoir un peu de chance et pas crever non plus. Mais ouais, il y a de quoi faire aujourd'hui. Vaut mieux être plusieurs à essayer de jouer sa carte. Et après, on verra bien. Voilà, dans la montée, il faudra avoir les jambes. Alors, Alan Boileau, c'est aussi un nom qui sort de cette équipe et je ne l'ai pas cité, mais il est également placé. On peut jouer sur 3 cartes. Est-ce qu'on n'est pas quand même plutôt axé sur un nom ou est-ce qu'on peut se permettre à la 3e journée de protéger 3 coureurs alors qu'on sait qu'ils ne sont que 7 dans chaque équipe au départ? Ça me paraît bien de leur part. Voilà, 3 chances pour essayer de l'emporter, c'est une bonne chose. Après, de là à mettre la stratégie pour défendre une chance plus qu'une autre, ça me paraît compliqué. À voir comment ils vont se partager les tâches dans le final. S'ils ont besoin d'attaquer chacun leur tour ou sauter dans la roue d'un favori, c'est un peu complexe de vouloir jouer sur plusieurs cartes à la fois. Et surtout, alors si on mise sur Alan Boileau, il a quand même perdu un peu de temps, hein. Il est à 38 secondes, hein, donc il n'est pas dans ce groupe de coureurs à 20 secondes. Donc si aujourd'hui, si c'est Alan Boileau qui l'emporte, ça va le replacer au général, mais ce sera trop loin pour espérer jouer les premières places du classement général. Donc voilà, pour la victoire d'étape, Alan Boileau, c'est certainement une bonne carte, sauf que pour le classement général, pour moi, il a déjà perdu pas mal de temps et ça risque d'être irrémédiable. On vous a parlé d'Alan Boileau, qui, rappelons-le, au cours de ces 2 dernières années, a gagné 4 étapes sur le Tour du Rwanda. C'est un coureur qui permet à l'équipe, en tout cas, d'engranger des succès en tout début de saison, puisque le Tour du Rwanda est disputé tous les ans en tout début d'année. C'est une épreuve au mois de février. C'est un site, un pays qui va accueillir en 2025 les championnats du monde pour la première fois disputés en sol africain. Lui, j'espère qu'il y sera parce qu'il ne sera pas dépaysé, comme ça il connaît bien la région. Et puis il a le temps de faire ses preuves, peut-être même dès aujourd'hui sur ce Tour de Croatie. Alan Boileau n'a que 23 ans. Mais on est aussi allé du côté de Charles-Antoine Nora consulter le directeur sportif de cette équipe, Didier Rousse. On va peut-être resserrer un petit peu justement la stratégie avec Didier Rousse concernant cette équipe BNB Hotel KTM. Aujourd'hui, ils ont tous les 3, que ce soit Axel, Victor et Alan, carte blanche. Évidemment, on va essayer de privilégier quand même plutôt Victor, mais Axel aura aussi sa carte à jouer, tout comme Alan, quoi. Alan un petit peu en retrait, puisqu'il a pris quelques secondes le premier jour sur une cassure. Mais aujourd'hui, c'est plus Victor et Axel. Alan dans un deuxième temps, et après, c'est leur jambe qui va parler, quoi. C'est les jambes qui vont parler. On est en fin de saison, la fraîcheur athlétique, après une saison bien remplie pour ces coureurs. Et on verra si effectivement Victor Koretsky peut faire la différence. S'il cite Victor Koretsky, Kevin Reza, c'est à cause de son passé de VTTiste et de ce final qui est proposé ou pour d'autres raisons, parce que c'est tout simplement un coureur qui progresse? Non, c'est un coureur qui progresse. Après, il a des qualités de puncher indéniables. Voilà, en faisant du VTT, on sait qu'un VTTiste sur ces genres de parcours a ses chances à jouer. Voilà, mais ça me paraît un peu compliqué au niveau de leur stratégie. Ils savent pas trop. Soit il veut pas tout nous dire, ou soit ils savent pas trop où aller. Mais c'est une belle carte. Soit on mise surtout sur un coureur ou on mise rien, quoi. C'est un peu compliqué à lire leur stratégie. Allez, on vous rappelle que le peloton est à la poursuite des échappés. 1 minute 17 de différence. Les échappés au nombre de 7 aujourd'hui. Ce sont le Croate Victor Potoki, le Bosnien Vedad Karic, le Slovène Tilen Pfingst, l'Italien Manuele Tarozzi, le Britannique Mark Christian, également le Polonais
Tobias Paolak et le Suisse Matthias Reutemann. 7 coureurs, 7 équipes différentes, 7 nationalités différentes également. Mais un écart qui reste mince. On est encore loin de l'arrivée de cette étape et même de l'avant-dernière difficulté. On tourne une page de publicité et on retrouve juste après Kevin Reza et Christophe Riblon. Sortie de Zaboric dans cette 3e étape de la Crow Race, le Tour de Croatie autrement dit, eh bien vous avez 2 équipes qui roulent en tête du peloton. L'équipe du leader de la course, Jonathan Milan, l'équipe Bahreïn, qui est aussi, on le rappelle, l'équipe de Matej Mohoric, présent dans ce peloton, le vainqueur de Milan-San Remo en début d'année. Et puis vous avez la formation Jumbo-Visma, l'équipe de Jonas Vingegaard, le vainqueur du Tour de France cette année. Et oui, il y a quand même du plateau sur ce Tour de Croatie et des beaux paysages également. Regardez ça comme c'est magnifique. Alors c'est pas la baie d'Along au Cambodge, mais c'est pas mal non plus au Vietnam, pardon, mais c'est pas mal non plus. C'est magnifique, et surtout avec cette lumière rasante cette lumière automnale que l'on a aujourd'hui. Et puis ce temps sec et cette température clémente qui rend finalement cette journée idéale pour les coureurs du peloton, mais aussi des échappés. Les échappés au nombre de 7. Vous les avez actuellement à l'image. Parmi ces échappés, le coureur au maillot bleu, Mark Christian, le Britannique de l'équipe Eolo Cometa. Et puis Matthias Reutemann qui est à l'arrière de ce groupe. L'équipe Bardiani également représentée par Manuele Tarozzi. Et puis également dans cette échappée, eh bien, le Polonais Tobias Paolak qui porte le maillot vert de leader de la montagne. Donc ce coureur qui n'a pas voulu laisser passer l'occasion d'aller chercher quelques points supplémentaires. Mais il faudra pour cela attendre les derniers kilomètres. À 10 km de l'arrivée, il y aura la côte de Draga, une côte de 2e catégorie qui lui permettra peut-être d'augmenter son avance sur ses suivants. Bon, il faudra tenir jusque-là parce que le peloton est quand même pas très loin derrière. On ne va pas se hâter non plus, Kevin, de reprendre les échappées, j'imagine, au sein du peloton. Non, il y a encore le temps. Il y a 1 minute 38 à 43 km. Avec les difficultés qu'il y a en fin de parcours, le peloton a tout le temps de profiter et de tenir à distance cette échappée. Une course d'attente donc pour l'instant, même si on entretient un rythme élevé. Voir Bahreïn et Jumbo-Visma, Bahreïn Victorious et Jumbo-Visma, les 2 équipes actuellement représentées en tête, avec ici Fran Miholevich, le fils de l'organisateur d'ailleurs de cette Crow Race. C'est pas très surprenant puisque Christophe Riblon avait présenté ces 2 équipes comme les 2 équipes les mieux outillées au départ de cette 7e édition. Oui, c'est en tout cas les 2 équipes que nous on a pointées. Après il y avait aussi l'équipe Ineos, Grenadiers, qui est aussi qui sur le papier s'annonçait collectivement forte. Bon, mais qui a perdu Castroviro. Tout à l'heure j'ai cité les abandons, je ne l'ai pas cité lui. Castroviro est plus dans la course. Et puis on a vite compris que Geraint Thomas, Michal Kwiatkowski, Omar Freilen n'étaient pas non plus dans la course. Donc oula, alors par contre là il y a des nuages là, qui sont en train d'arriver par l'intérieur des terres, donc on va voir, à suivre, mais voilà, il reste quand même Brandon Rivera et Kim Haïdouk pour le classement général. Le mieux classé c'est Viviani, mais ce sera trop dur pour lui aujourd'hui. Si vous voulez plonger, en tout cas dans les pronostics, dans vos pronostics, vous pouvez y aller là. Et là, il faut quand même avoir. Moi j'y vais pas, mais si vous l'avez dit, ça surprendra personne. Incroyable. Non mais là on en prend quand même plein les yeux. C'est magnifique. Ouais. Puis c'est bien, on est loin de l'arrivée, on peut en profiter. Moi je pense quand même qu'il faut demander à Jérôme Saporito de nous envoyer sur place l'année prochaine. Ce serait bien. Et puis Charles-Antoine Nora, il serait d'accord qu'on vienne lui filer un coup de main quand même pour les interviews, tout ça. Donc nous on est volontaires. Allez, 41 km encore à couvrir dans cette étape. Bon, on n'est pas pressé. Attention, il va y avoir un sprint intermédiaire, mais là le peloton ne semble pas vouloir reprendre. Il y a une chute. Ouais, il y a eu une chute dans le peloton. Oui. Il y a eu un mouvement là dans le peloton et du coup il y a des coureurs qui sont tombés. Alors le 81, avec Menten, le sprinter de cette équipe Bingle qui est tombé là, qui se relève ici à droite, et son coéquipier le 84 Louis Blow. Alors on a le 150, et surtout 3 coureurs de la formation Mazoche, l'équipe polonaise,
Il y en a un qui a l'air touché, hein, c'est Kaczmarek. Kaczmarek, ouais, qui a l'air touché. On va revoir cette chute ici vue du sol. Là-bas à droite, soleil de... Je pense que c'est Menten, oui, qui fait ce soleil. Assez impressionnant. Avec ces coureurs qui étaient tombés. Alors également parmi les coureurs qui sont tombés, Pomorski. Bon bah je pense qu'il y en a un qui va abandonner. Hein. Là on a dit que c'était le 152. Banasek. Non, Kaczmarek. C'est Kaczmarek, ouais. Kaczmarek. Je pense qu'il va malheureusement abandonner. Je pense qu'il s'est fait mal à, je sais pas, un bras. En tout cas, il reste assis par terre. Il n'a pas du tout l'attitude du coureur qui va repartir. Et là, on retrouve les échappés. Les coureurs qui sont échappés depuis pratiquement le départ. On a eu quelques tentatives différentes, notamment celle du champion de Croatie qui a tenté de sortir du peloton mais qui n'a pas réussi à trouver l'ouverture, Karlo Jurisevic. Finalement c'est son coéquipier Victor Potoki qui est sorti. Victor Potoki de l'équipe Ljubljana, vous le voyez ici avec le dossard 174, et il est sorti avec 6 autres coureurs que vous avez actuellement à l'image. Le maillot vert, je vous le rappelle, c'est le Polonais Tobias Polak de l'équipe Mazoche, hein, dont les coureurs ont été touchés à l'instant dans la chute à l'arrière du peloton. Polak, récidiviste puisque échappé hier, tout comme le Suisse Matthias Rottimann qui était échappé le premier jour et qui est également dans ce groupe aujourd'hui, tout comme Victor Potoki déjà cité, lui aussi échappé, lui c'était hier. On a le Bosniaque Vedad Karic qui appartient à l'équipe Meridiana. Tilen Finkst, coureur slovène de la formation Adria Mobile. Le Britannique Mark Christian de l'équipe Eolo Cometa. Et enfin Samuel Tarozzi de l'équipe Bardiani CSF. On ralentit avec cette chute, vous croyez devant? Pas vraiment. Hein. Non, on le voit bien à l'attitude du peloton. Puis je sais même pas si, enfin ils ont dû entendre avec les oreillettes, hein, mais oui, ouais. Je pense qu'ils n'ont pas entendu la chute. Hein. La chute s'est située à l'arrière du peloton. Je pense qu'ils sont pas, on n'est pas au courant. Et puis après, bah, c'est malheureusement la loi du peloton, mais il n'y a pas de coureurs importants hein, qui sont tombés. Peut-être que s'il y avait Vingegaard qui était tombé, peut-être qu'on aurait un peu plus attendu, ou un coureur de l'équipe Ineos, mais là. Clairement, déjà je suis pas sûr qu'on l'ait entendu la chute, et en plus on a bien vu l'identité des coureurs à l'arrière. Il n'y a pas de coureurs vraiment significatifs. En tout cas, tout à l'heure on avait l'image de l'échappée, j'ai l'impression que dans l'échappée on a tenté on accélère. En tout cas, on le voit d'ailleurs là, l'attitude, hein, ça commence à se désordonner. Pas parce qu'on ne veut plus passer, c'est tout simplement parce que je pense qu'il y a des coureurs qui commencent à être un peu justes. Donc on essaye de sauter des relais pour s'économiser, mais clairement on est en train de vouloir accélérer dans cette échappée, essayer de tenter de capitaliser au maximum sur l'avance qu'ils ont déjà. Ah, ils se mettent une balle dans le pied eux-mêmes, hein, à pas être soudés et puis avoir une cohésion un peu décousue. C'est dommage pour eux. Ils n'essayent pas d'avoir vraiment la cohésion parfaite pour espérer aller le plus loin possible. Matej Mohoric, au pied de cette difficulté. Matej Mohoric ici à l'image. Matej Mohoric, je vous l'ai dit, hein, vainqueur de Milan-San Remo en début de saison. Vainqueur également l'année dernière de 2 étapes sur les routes du Tour de France. Sur le Tour 2021, il s'était imposé au Creusot, puis à Libourne. Cette année, il a essayé, mais il n'a pas réussi à récidiver sur la grande boucle. Alors là, on a vu on était un peu divisé quand même dans cette échappée. Il faut savoir que dans 3 km, nous arriverons sur le 2e sprint intermédiaire. On va regarder ça sur la carte pour que nos téléspectateurs puissent se situer. Sur le 3e, Patrick. Le 3e sprint, effectivement. Donc on est parti de Signes. Donc dans cette étape qui fait 157 km, on longe le littoral et puis il y a cette boucle, cette grande boucle. On est passé une première fois à Primostein et vous voyez tout là-haut, Sibenic, eh bien c'est le dernier sprint intermédiaire donc pour je dirais l'extrémité nord de cette étape, avant de bifurquer, de faire pratiquement demi-tour et de revenir en direction de Primostein où sera jugée l'arrivée de cette 3e étape. Avec les difficultés que l'on a citées, cette côte de 2e catégorie à Draga dont le sommet est situé à 10 km 500, vous voyez en vert la portion montante, 3e catégorie, et puis derrière, on voit à peine hein, sur cette image, mais la montée finale de Primostein,
un peu plus d'1 km 500, avec des pourcentages effrayants, avec une portion en gravel, donc en chemin. Bref, tous les ingrédients réunis pour nous réserver, on l'espère, un certain spectacle. Vous nous rejoignez maintenant, vous n'avez peut-être pas vu exactement les enjeux de cette étape. On vous rappelle qu'on est au lendemain d'une étape extrêmement houleuse où il y a eu ce sprint. Alors attention, hein, quand je dis houleux, c'était tortueux, mais il n'y a pas eu de chute hier. C'était en soi déjà un petit miracle parce que c'était vraiment tortueux. C'est pas la première fois qu'on arrive dans cette cité. Et vous voyez que très vite, eh bien, nous avons eu le vainqueur de la veille qui a emmené ce sprint de très loin, de 400 mètres. Effectivement, c'était quand même assez impressionnant de voir Milan se faire remonter par Pierre Barbier, mais finalement Pierre Barbier pensait avoir sauté son adversaire. Rien n'en était, puisque sur la ligne d'arrivée, vous allez revoir cette image assez remarquable, avec en bout de course, on pensait qu'il allait être battu, le coureur de l'équipe Bahreïn, le Britannique Jonathan Milan, et puis surtout Pierre Barbier qui lève la main. À l'arrivée, on a l'impression qu'ils sont exactement sur la même ligne. Et bien finalement, il y a quoi, 7, 8 mm entre les deux, c'est-à-dire très peu. Alors ça, c'est une image, bon, ça vient un petit peu vite, mais c'est une image que je voulais vous montrer. Merci à Sébastien Crespin, chronométreur, qui nous a fait parvenir cette image. C'est pour vous expliquer ce qu'est une photo finish. Une photo finish, c'est pas une photo toute simple qu'on déclenche au moment du franchissement sur la ligne, mais une succession de photos qui, en l'occurrence, hier, est le moteur qui prend les photos d'un process qui est bien connu, d'un procédé qui s'appelle Finish Link. C'est une marque en réalité. C'est un appareil photo, une caméra comme vous voulez, qui prend un caméscope, qui prend des photos, mais qui en prend une vitesse extrêmement accélérée. Une photo tous les 10 millièmes de seconde. C'est un pixel en fait, un pixel. Imaginez, vous êtes sur la ligne d'arrivée, vous avez exactement comme si vous preniez la largeur d'un pixel en photo, puis un 10 millième de seconde après une deuxième photo, puis un 10 millième de seconde après une troisième photo, etc. Et ça vous permet de décomposer. Et regardez, pourquoi on vous montre cette photo? Regardez, ça c'est une photo prise en athlétisme évidemment, mais vous voyez les jambes de ces sprinteurs, elles ont l'air allongées, filées, étirées en quelque sorte. Et bien tout simplement parce que à l'avant, le buste du coureur, il va très vite, il est à sa vitesse maximale et il rétrograde au passage sur la ligne. Donc le fait, comme vous avez en abscisse le temps, eh bien, vous voyez bien que le ralentissement fait que sa jambe s'allonge. Donc, plus le coureur est court, plus il passe vite la ligne, si vous préférez. Et j'ai eu des remarques hier de certains téléspectateurs sur les réseaux sociaux qui nous disaient c'est quand même bizarre. Le vélo du coureur au premier plan, c'est-à-dire de Jonathan, effectivement, Jonathan Milan, a l'air plus petit que celui de Pierre Barbier. Eh bien, tout simplement parce qu'il passe la ligne plus vite. Et j'ai posé la question à Sébastien Crespin, que j'ai appelé, et je lui ai dit, lui il n'avait pas vu l'étape, il n'avait pas vu l'arrivée, il est chronométreur de métier. Et je lui ai dit, à ton avis, lequel a gagné? Et il me dit, bah voilà, c'est le coureur en rouge, donc c'est Jonathan Milan. Pourquoi? Parce que son vélo est plus petit. Et il me dit, regarde la roue arrière. Regarde la roue arrière, tu vas voir, la roue arrière, elle est tout simplement plus proche de la ligne d'arrivée. Le vélo est plus ramassé que celui de Pierre Barbier sur la photo finish. Regardez, c'est assez flagrant sur cette image. On voit bien que au premier plan, Milan, son vélo est plus petit. On a l'impression qu'il est sur un mini-vélo. Parce qu'encore une fois, c'est pas une capture de l'ensemble de la scène, mais c'est une multitude de photos qui ont été accolées les unes à côté des autres au passage sur la ligne. Et je dis bien au passage sur la ligne. Une autre remarque, on nous a dit on voit pas de la ligne noire qui marque la ligne d'arrivée entre deux bandes blanches. Maintenant on ne voit que la bande blanche parce que finalement le trait vert qui départage les deux hommes est situé à l'extrême limite de la bande blanche qui précède la ligne d'arrivée. Donc en fait c'est comme si vous aviez une bande blanche qui s'étale, une ligne d'arrivée qui est étirée à l'infini, enfin à l'infini en tout cas sur ce segment des premiers qui franchissent la ligne. Je sais pas si c'est difficile à expliquer avec des mots tout ça, hein, puis en plus on n'a pas fait maths sup, maths spé, hein, donc je vous explique pas, quand vous lisez les notices vous avez intérêt à avoir quelqu'un qui vous l'explique. Allez, on revient à la course avec nos échappés.
Oula, ah non, j'ai cru qu'il y avait on s'était trompé d'itinéraire. Non, non, on est bien sur la bonne route. Sur la bonne route. Mais il y a eu une hésitation dans le peloton. C'est toujours l'équipe Bahreïn et l'équipe Jumbo-Visma qui mènent pour l'instant la chasse. Voilà, la chasse. Pour l'instant, ils gèrent l'écart. Avec l'échappée, on maintient l'écart entre 1 minute 30 et 2 minutes. C'est comme ça depuis le début de la retransmission. Allez, pour l'instant, en première position, c'est Milan Vader. Milan Vader, c'est un coureur qui fait son retour à la compétition et qui a connu bien des déboires quand même, Christophe Riblon. Effectivement, c'est un coureur qui a chuté de mémoire sur le Tour du Pays Basque et qui avait eu qui a eu des graves problèmes au niveau de la carotide. Je crois que c'était ça. Et il a mis, c'est sa course de reprise. Hein. Il a mis énormément de temps à s'en remettre, énormément de temps à récupérer de cette chute. Donc voilà, ça a été un moment compliqué pour l'équipe Jumbo-Visma. On a bien cru que ça allait être dramatique hein, pour ce coureur. Finalement, tout semble pour l'instant rentrer dans l'ordre. Milan Vader qui avait été d'ailleurs maintenu dans le coma. C'est ça. Au centre hospitalier où il avait été transféré à Bilbao après cette chute sur le Tour du Pays Basque. En fait, il avait basculé par-dessus une balustrade dans un virage un peu serré et malheureusement il était effectivement resté c'est là, regardez, c'est là où on a eu une hésitation tout à l'heure dans l'échappée. Bon, il y en a qui se posent pas de problème. Il y en a même un, il est passé dans l'herbe au milieu, petit cyclocross. Bon, là ça se passe aussi sans encombre. Heureusement qu'on n'est pas dans le final hein, quand même. Vader qui se sacrifie, qui fait son travail en tête, alors que c'est lui aussi d'ailleurs, à l'instar de Viktor Koretsky, un coureur qui a débuté en VTT avant de se tourner vers la route. Il n'est pas le seul à rouler, puisque vous voyez que la formation du leader, Milan, du leader de la course, est bien l'un de ses équipiers qui continue à faire le travail. Ils auraient très bien pu dire bon on laisse faire, mais non. Non, on continue à rouler en compagnie de l'équipe Jumbo-Visma. C'est bien la moindre des choses parce que même si Milan ne reste pas leader à l'issue de cette étape, il y a quand même dans cette équipe beaucoup de coureurs placés et Mohoric fait quand même aussi figure de favori. Donc on assume ses responsabilités en ce qui concerne l'équipe Bahreïn Victorious. Bon, j'ai pas préparé ce fort militaire. Je peux vous dire que c'est pas Vauban qui l'a construit, ça on est à peu près sûr. On prend pas de risque. C'est vrai qu'on est en France, quasiment à chaque fois qu'on voit une ville fortifiée, on dit oh les fortifications de Vauban. Là non, il est peut-être pas allé quand même si loin. Allez, 32 km encore à couvrir dans cette troisième étape de l'Acro-Race, une épreuve qu'on prend plaisir à vous commenter d'année en année et qui est en train de se construire une certaine notoriété avec notamment ce que l'on a vécu hier et avec ce que l'on va vivre tout à l'heure, soyez-en sûrs, cette arrivée gravel située sur les hauteurs du petit port de Primostein. On a hâte de voir ça. On n'y est pas encore et n'oubliez pas qu'avant d'arriver dans cette montée finale, il y aura la longue côte de Draga qui nous réservera peut-être quelques surprises. On verra si les Jumbo-Visma sont inspirés pour lancer la course de loin alors qu'on a toujours cette échappée de 7 coureurs en tête de la course. 7 coureurs qui n'ont pas disputé les sprints intermédiaires puisque le coureur le mieux placé au classement général est à 52 secondes. C'est Finsk qui appartient à l'équipe Adria Mobile. On tourne une page de publicité et on se retrouve juste après avec Christophe Riblon et Kevin Reza.
Sur la route de Primostein, dans cette 3e étape de la Crow Race, nous avons toujours cette échappée de 7 coureurs qui tient tête au peloton. On commence à discuter entre ces coureurs. J'imagine qu'on parle serbo-croate. Je ne suis pas un spécialiste, mais en tout cas, on a effectivement des coureurs locaux. Regardez, Vedat Karic, eh bien, il est dalmatien, lui. Il appartient à l'équipe Meridiana. Il est de cette région de Dalmatie. Cette région de... Alors lui, il est plutôt côté Bosnie. Il n'est pas croate. En revanche, vous avez Victor Potoki, avec qui il discutait, qui lui est bien croate. Là, je peux pas vous dire exactement d'où il est. Et puis, on a vu également Tilen Pfingst, Marc Christen, Manuel Tarozzi, Tobias Pola qui porte le maillot vert de meilleur grimpeur et Mathias Rottimann de l'équipe Vorarlberg. Vous avez vu une image, vous vouliez me faire remarquer quelque chose, je sens que j'ai dit une bêtise. Non, mais c'est pas votre faute. Non, on avait une info comme quoi Castroviro n'avait pas pris le départ et ici il est là, il est bien là. Il est là. Nous on avait on a une start list où il est rayé. Bon, il est rayé, il n'est pas là, donc on va le dérayer. Peut-être qu'il est rentré en cours de jeu, on ne sait pas. Il est rentré au ravitaillement. C'est pas autorisé ça normalement. Enfin, avec le règlement, on ne sait jamais. Je crois pas. Vous vouliez parler des règlements? Tiens, attendez, allez, règlement. C'est parti. Une info cet après-midi. L'UCI reconnaît des erreurs dans la communication des écarts aux champions. Non pas sur la ligne d'arrivée hier, je vous le dis tout de suite. Je dis ça message personnel. Hier, on était même trop précis. Hier c'était trop précis. Mais en revanche dimanche c'était pas assez précis. C'est pas du tout même. Des erreurs dans la communication des écarts au championnat du monde lors de l'épreuve en ligne. C'est une information que vous pouvez lire sur le site de l'équipe.fr à la rubrique cyclisme évidemment. Je vous lis juste le chapeau. Couru sans oreillette. Les championnats du monde avaient vu plusieurs coureurs comme Van Aert, comme Matthews reconnaître à l'arrivée ne pas savoir. Même Christophe Laporte. Qu'ils avaient effectivement sprinté pour une médaille. Eh bien, aujourd'hui, l'UCI a reconnu des erreurs sur les écarts annoncés, expliquant la perte de repères de certains. En clair, c'est l'ardoisier. C'est pas une histoire de GPS comme on peut le voir nous sur nos écrans de télévision. C'est carrément au sol l'ardoisier qui apparemment n'a pas communiqué les bons écarts. On se souvient que lors du final de ce championnat du monde, derrière Remco Evenepoel, il y avait un groupe de poursuivants. J'étais 6 coureurs je crois, qui a été repris dans les tout derniers mètres. Et finalement, Christophe Laporte avait remporté le sprint de ce peloton reformé, alors qu'on pensait que ces 6 coureurs allaient se disputer les autres médailles derrière Remco Evenepoel, le nouveau champion du monde. Ça vous inspire quoi, Christophe Ribot? Vous voulez que je réagisse là? Non, alors attendez. Non, mais d'abord Kevin. D'abord Kevin. Non, mais si c'est une erreur humaine, ça peut arriver à tout le monde, c'est pas bien grave. Après, on va pas remettre en cause avec ou sans Ariette. C'est pas ça le souci. Moi, je suis pour ne pas porter des oreillettes sur la totalité des courses. Et c'est ce qui fait la magie des courses et qui nous donne aussi un sacré spectacle. Et comme on peut voir sur les championnats du monde ou sur d'autres, d'ici une course où il n'y a pas d'oreillettes, et ça fait des courses différentes qu'on voit à l'heure actuelle sur tout le long de l'année. Pour relancer Christophe Riblon, je précise que les oreillettes, effectivement, ne sont pas autorisées sur les championnats du monde ou championnats d'Europe. Je crois aussi aux Jeux Olympiques, ils ne sont pas autorisés. Championnats nationaux également. Pas d'oreillettes, contrairement à toutes les autres courses, contrairement au Tour de Croatie qu'on est en train de suivre actuellement, où là, sur toutes les courses, les autres courses, les oreillettes sont autorisées chez les professionnels. Mais attendez, si Christophe, si c'est l'ardoisier qui fait une erreur, si c'est le chronométreur qui fait une erreur, est-ce que l'erreur n'aurait pas été malgré tout commise? Avec les oreillettes, on aurait retransmis ces écarts qui sont donnés également sur Radio Tour. Je sais pas, mais en tout cas, moi je trouve ça inadmissible. Moi je trouve ça inadmissible. Alors déjà, là, vous pour poser le débat, déjà pour poser le débat, moi je suis pour les oreillettes. Donc déjà, mais bon, après, mais après, au-delà de ça. Moi, j'ai pas de. Enfin, à la limite, on veut enlever les oreillettes, il n'y a pas de problème. Mais par contre, il faut donner les bonnes infos aux coureurs. C'est quand même pas normal. On est au championnat du monde. On a des coureurs qui arrivent pour la place de 2 et ils ne savent même pas qu'ils sprintent pour la place de 2 quand même. C'est quand même incroyable. Alors, heureusement quand même qu'il y avait Remco Evenepoel devant. Que tout le monde savait qu'il était devant, qu'il avait plus de 2 minutes d'avance. Sinon, en fait, on aurait presque pu avoir un champion du monde qui ne lève pas les mains sur la ligne quand même.
qui aurait été en l'occurrence Christophe Laporte, il n'aurait même pas levé les mains parce qu'il ne sait même pas pour quelle place il arrive. Et au-delà de ça, non, mais il savait que Remco était devant. Oui, mais il savait pas qu'il faisait 2. Donc si Remco n'était pas devant, il savait pas qu'il arrivait pour la victoire. C'est la même chose en fait. Il n'avait pas les infos, il savait pas pour quelle place ils arrivaient. Mais au-delà de ça, au-delà du fait de l'arrivée, je trouve que là, ce qui est encore plus grave, c'est qu'eux sont rentrés dans les tout derniers mètres. Ils sont rentrés sur un groupe, alors je me souviens plus si c'était 5 ou 6, le groupe Lutsenko, qui arrivait pour la place de 2. Eux, ils le savaient qu'ils arrivaient pour la place de 2, sauf qu'ils se sont regardés dans le final, dans le dernier kilomètre. Mais ils se sont certainement regardés parce que l'Ardoisier leur a dit qu'ils avaient peut-être, je sais pas, 1 minute 30 d'avance. Sauf qu'en fait, si on leur avait dit qu'ils avaient, je connais pas les écarts, d'ailleurs on le sait pas, mais si on leur avait communiqué qu'ils avaient qu'une trentaine de secondes, ils se seraient certainement moins regardés. Il y avait un podium en jeu quand même. Donc en fait, je trouve que ça a une incidence sur la course, ça a une incidence sur le résultat, et moi je trouve ça particulièrement grave. Si on veut enlever les oreillettes, eh ben, il faut se donner les moyens de donner les informations aux coureurs. Je trouve ça aberrant en fait. On rappelle quand même que les écarts, la différence entre les écarts produit par l'Ardoisier, il n'est pas tout seul pour faire ces écarts, et les écarts GPS, c'est que l'Ardoisier il fait des écarts en poste fixe, c'est-à-dire qu'il prend un repère, il déclenche son chrono et ensuite il communique cet écart au coureur. Il y a les motos info qui font ça, elles le font très bien sur les courses notamment, que je connais bien, sur les courses ASO, on sait faire, on sait communiquer, on sait communiquer via les oreillettes des bonnes infos. Maintenant, c'est pas possible de se retrouver dans un final de championnat du monde et ne pas donner les bons écarts aux coureurs. Je trouve que c'est dramatique, et c'est encore amplifié par le fait qu'on a des coureurs qui sprintent pour la place de 2, mais ils ne savent même pas qu'ils arrivent pour la place de 2. Mais tu penses que ça aurait changé la physionomie de la course des coureurs, sachant qu'ils jouent le podium, et généralement quand s'il y avait les oreillettes? Oui, avec ou sans oreillettes. Moi je pense que ça aurait, je sais pas si ça aurait changé la physionomie, mais en tout cas les coureurs auraient eu l'info, même si le directeur sportif a les mauvais écarts, parce que lui aussi aurait eu les mauvais écarts, il était en capacité de pouvoir dire à ses coureurs, il y a Evenepoel devant, derrière il y a un groupe de 5-6, vous arrivez pour la place de 8, on les aperçoit, ils ont la télé dans les voitures, donc ils ont un peu plus d'infos en fait. On aurait pu au moins, il y a une communication différente. Il y avait Thomas qui disait sur une interview que lui-même aussi n'avait très peu d'infos sur la situation. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. Encore une fois, c'est une erreur humaine, certes, sur un championnat du monde qui a beaucoup d'enjeux, mais à un moment donné, c'est pas non plus la faute des oreillettes ou pas. Non, mais les oreillettes, en tout cas, ça aurait certainement contribué à ce que les coureurs aient plus d'informations. Ça, c'est une certitude. Ah, ça me fait plaisir que vous ne soyez pas d'accord. C'est bien. Continuez comme ça. En tout cas, on aura eu cette information qui a été, rendons quand même à César, dévoilée par Sporza, la chaîne flamande en Belgique, la chaîne de télévision flamande, et qui a interrogé Peter Van Den Abel, qui est justement membre de l'Union cycliste internationale, l'UCI, qui a quand même fait amende honorable, il faut le reconnaître, en disant qu'à l'avenir, elle serait beaucoup plus scrupuleuse dans le choix de l'Ardoisier, en prenant des personnes peut-être plus expérimentées. Toujours mieux quand même de reconnaître qu'une erreur a eu lieu, et on soulignera cet effort de communication. On entre dans les 20 derniers kilomètres, on a toujours nos échappées devant, on n'est pas encore dans cette avant-dernière côte du parcours. Pour y être en temps et en heure et suivre le final sans interruption, une dernière page de publicité. À tout de suite. Ça roule à bloc dans le final maintenant, puisqu'on est à 16 km de l'arrivée. Ça roule à bloc dans le final de cette troisième étape de la Cro Race, autrement dit le Tour de Croatie, avec l'équipe Ineos qui a décidé, comme on dit dans le jargon, de mettre en route Jonathan Castroviero ici au premier plan, et tout le monde roule placé. Vous ne voyez plus les échappés? Eh bien tout simplement parce qu'à l'instant, ils ont été repris par le peloton. Ces 7 coureurs qui étaient échappés depuis pratiquement le départ de cette étape. Échappés anecdotique, évidemment. Maintenant, on savait de toute façon qu'avec un écart qui ne dépassait pas les 2 minutes, eh bien, il serait difficile pour eux de résister. Regardez, c'était il y a quoi? Il y a 1 kilomètre seulement. Les coureurs, alors ils n'étaient plus que 6 à ce moment-là, l'un d'entre eux avait déjà été repris, et notamment le meilleur grimpeur Tobias Polak, qui espérait bien marquer des points. Vous le voyez avec son maillot vert, il se fait reprendre. Il n'aura pas pu prendre les points de la montagne, puisque les 2 côtes répertoriées sont situées aujourd'hui dans le final de cette étape qui n'est pas très longue. Il y a moins de 160 km de course aujourd'hui avant l'arrivée à Primostein. Donc 2 côtes à franchir. L'une, on va arriver au pied. C'est la raison pour laquelle, très certainement, Kevin Reza, on a roulé vite, on a accéléré au-delà de revenir sur l'échappée. On veut surtout aborder cette côte bien placée.
C'est un endroit stratégique. Voilà, le premier, on y arrive. Voilà, fallait rentrer vraiment bien placé et protéger ses leaders aux avant-postes. C'est chaud là, hein. On l'a vu là, ça frottait énormément, notamment entre les coureurs de l'équipe Ineos et des coureurs de l'équipe Bahreïn. On a même vu un coureur de l'équipe Bahreïn monter sur le trottoir. En tout cas, l'équipe Ineos qui est en train de mettre très fort en route, hein. Déjà dans cette première ascension, on n'attend pas, hein, l'ascension finale en gravel. On veut absolument déjà dans cette première ascension qui fait un peu plus de 3 km, hein, 3 km 400 à 6% de moyenne. Et ben déjà ici, on veut déjà faire un premier écrémage. On veut durcir la course et vous apercevez ici, j'allais dire le champion de Croatie, c'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas lui. On aperçoit Cyril Gauthier là pour l'équipe BNB Hotel là devant, bien placé certainement. Même si on ne l'aperçoit pas, il a dû essayer de remonter. Hein. Victor Koretsky. Alors que c'est Geraint Thomas qui roule en tête, effectivement l'ancien vainqueur du Tour de France, qui comme les jours précédents se comporte en équipier pour cette formation Ineos Grenadiers. Alors pour qui on roule aujourd'hui? Est-ce qu'on roule pour Kim Heyduk? Est-ce qu'on roule pour Michal Kwiatkowski? Non, est-ce qu'il est loin en général? Non, on ne pense pas forcément au général. Ouais, mais je pense qu'on pense quand même au général. Je pense que c'est soit Heyduk, soit Brendan Rivera. On va voir. En tout cas, là, si on regarde, c'est Heyduk qui est en dernière position. Et dans la roue, hein, Domar Fraile là. Donc on roule pour les jeunes? Je pense qu'on roule pour les jeunes, ouais. Place aux jeunes là chez Ineos sur cette course. Allez, par contre, on est en train de replacer Jonathan Milan. Là, regardez, il a un équipier. Pourquoi pas aujourd'hui Jonathan Milan qui arrive à... Je pense qu'il va pas lâcher son maillot de leader aussi facilement que il va pas se relever. En tout cas, il va vraiment essayer de jouer. Il a de l'avance au classement général. Hein. Il a 14 secondes sur ses poursuivants directs, sur son poursuivant direct. Et vous avez entendu tout à l'heure Axel Laurence. On voit le leader de la course qui est bien emmené par son coéquipier. Écoutez aussi ce que disait Axel Laurence au départ de cette étape au sujet justement de l'Italien Milan, leader de la course. Tout le monde pense à Vingegaard. Après, je pense que Bahreïn, ils ont une très très grosse équipe. Et je pense que Milan, il va essayer de faire la montée à bloc parce qu'il a déjà 20 secondes. Et ce soir, ça ne m'étonnerait pas qu'il soit encore 3 ou 4e du général. Et je pense que Bahreïn, c'est l'équipe un peu à battre. Bien vu quand même Axel Laurence, parce que c'est vrai qu'on ne donnait pas Jonathan Milan, même encore après sa victoire le premier jour, on ne pensait pas que c'est un coureur qui pouvait se tourner vers le classement général. Alors là, on n'est pas encore fixé, il est en 2e position. Est-ce qu'on roule pour lui? Est-ce que lui va se mettre à rouler au service d'un Mohoric par exemple? Il y a Buitrago aussi qui est là en 3e position. Ouais, attention, pour l'instant Mohoric... il est en train de remonter là. Ils sont en train de remonter les coureurs de Bahreïn sur la droite, là-bas, sur la droite de l'écran. Et une attaque d'un coureur de l'équipe Bingle en tête du peloton qui va essayer de sortir. Ça ne doit pas être simple, Kevin, de sortir du peloton quand ça roule déjà aussi vite. Non, ça roule super vite, mais là on peut voir que ça temporise quand même derrière. Non, on voit Alexis Guérin qui met une attaque aussi. Bon, on a fait surtout le pied très vite, hein, surtout les kilomètres qui précédaient la bosse, tout simplement pour venir se placer. Maintenant on voit l'équipe Ineos qui s'est mise un peu plus en retrait. Hein. Je pense que c'est Mathis Paskens qui est sorti, un grand gabarit comme ça pour la formation Bingle, et 2 coureurs en contre-attaque. Dont Alexis Guérin, ouais. Oui. Voilà, on voit Bahreïn qui est en gestion, qui essaie d'imposer leur tempo avec Jonathan Milan dans la roue. Mais on a dynamité la course du côté de l'équipe Ineos Grenadiers, ou pas d'ailleurs, parce que j'ai l'impression qu'on voulait absolument arriver placé, mais pas forcément lancer une course de très loin. Non, j'ai cru qu'on allait lancer peut-être pas une course de mouvement, mais au moins de rouler sur un tempo très élevé dans cette ascension. Et finalement, l'équipe Ineos est venu se remettre en 2e rideau. C'était juste pour venir se placer au pied, ne pas se faire surprendre. Bon, on les voit plus à l'écran. Peut-être qu'ils n'ont pas non plus les moyens de durcir la course à ce moment-là. Peut-être qu'ils sont un peu justes aussi. Exactement. Ouais. En tout cas, l'équipe Bahreïn, elle, est bien représentée. Hein. À l'avant du peloton, on a au moins 4 voire 5 coureurs là dans les toutes premières positions. Allez, devant on se regroupe, on va retrouver 3 coureurs. Il y a quelques jours, on comparait Milan à Ganna. C'est le genre de boss que Ganna arrive à passer assez facilement. Et voilà, si Milan lui ressemble à cette hauteur-là, c'est pas une boss qui devra le surprendre, surtout si son équipe prend la main dès le début de cette difficulté. Alors sur Radio Tour, on nous signale que le coureur
qui a lancé ces hostilités, ce serait Tom Wirtgen. Tom Wirtgen, ça m'étonne un peu, mais bon, écoutez, on va faire confiance à Radio Tour. Il est en 2e position dans la roue d'Alexis Guérin. Non, je n'ai pas le nom du 3e coureur. C'est pas la peine de. J'ai pas compris ce que l'on a dit à l'instant sur les ondes de Radio Tour. Bah, de toute façon, il est en train de se faire distancer. Hein, regardez, il a du mal à tenir les roues des 2 coureurs. Donc Wirtgen a priori et Alexis Guérin. Ah bah si, il s'accroche quand même. Ça a l'air limite, mais pour l'instant il tient. Elle n'est pas anodine cette côte évidemment pour ces coureurs, parce que même si elle n'accouche pas du vainqueur de l'étape, elle aura rendu la course difficile, alors qu'auparavant pour le peloton c'était quand même une gentille procession sur le littoral de la côte dalmatienne. Et là on entre dans le final de l'étape avec beaucoup de fraîcheur finalement et d'intention chez les coureurs qui sont restés tranquilles tout au long de cette étape jusqu'à présent. Ça y est, on les a. Wirtgen, Keplinger et Guérin. Keplinger, le coureur de l'équipe Rinko Advarix, qui est le mieux placé au classement général. 52 secondes, on l'annonçait là. Coureur autrichien. Et derrière, pour l'instant, c'est la Bahreïn qui fait son tempo. On le voit, hein, c'est un tempo, bon, c'est assez soutenu, hein, mais c'est pas du tout un tempo pour faire exploser le peloton. On est dans la gestion. De toute façon, on l'a compris, hein, avec les 3 coureurs qui sont devant, c'est pas des grands grimpeurs hein, qui sont devant. Donc, s'ils ont réussi à s'extraire du peloton, c'est que ça monte pas non plus excessivement vite encore. C'est une côte de 2e catégorie, hein, je le rappelle, parce qu'il y a des points à prendre au sommet de cette côte. Ça va peut-être remettre en question d'ailleurs le maillot de meilleur grimpeur, hein, cette côte qui est située dans le final. Il n'y avait pas de côte répertoriée auparavant. Il y a 6 points à aller chercher, hein. 6, 4, 2 pour les 3 premiers. Donc celui qui passe en tête au sommet peut égaliser avec Tobias Paulak, qui a également 6 points. Il était dans l'échappée, mais on a vu que cette échappée avait été reprise juste avant le pied de cette ascension. Allez, passage au sommet avec, eh bien c'est Alexis Guérin qui est passé en première position au sommet de cette difficulté. Donc Alexis Guérin va donc endosser le maillot de meilleur grimpeur, parce que s'ils sont à égalité, on prend la catégorie. C'était hier déjà pour le Polonais, une côte de 2e catégorie. Donc il me semble qu'au règlement, c'est le dernier. C'est la dernière ascension qui compte, non, pour départager. Non, au règlement, après, c'est le classement général individuel qui fait foi. Donc il faudra aller regarder entre Alexis Guérin et le porteur actuel du maillot. Il faudra aller regarder combien ils sont. C'est Paulak qui était leader. Ouais, ça risque de changer parce que Paulak, il a passé toute la journée devant. Oui, c'est vrai, oui. Je pense qu'il va. Il va peut-être perdre pas mal de temps aujourd'hui. Donc on fera le bilan ce soir ou demain si on n'a pas le classement général complet. Mais enfin, on le saura peut-être quand même. On va rester. Est-ce qu'on aura le temps de rester jusqu'au protocole? Il est déjà plus là, hein, le maillot de meilleur grimpeur. Donc a priori, oui, ce sera Alexis Guérin ce soir qui devrait endosser ce maillot. Allez, on est encore en train de se regrouper. On a récupéré encore un équipier là du côté de l'équipe Bahreïn. Là, ça va accélérer, hein, parce que pour la descente, on veut absolument être bien placé. On a des coureurs c'est Vingegaard, hein, je crois, qui est là, hein, dans les toutes premières positions pour l'équipe Jumbo-Visma. Allez, l'équipe Uno X aussi là qui s'est bien regroupée sur la droite de l'écran. L'équipe Kern Pharma aussi. Et c'est ça, c'est bien Vingegaard là qui est là, au centre de la route. Je vous rappelle que nous allons avoir le temps de débriefer à l'issue de cette étape dont on va vivre maintenant le final. Nous serons en compagnie de Claire Bricogne.
Et juste après ça va frotter, eh bien on retrouvera comme habituellement l'équipe de Greg. L'équipe de Greg, donc le rendez-vous habituel de ces fins d'après-midi en semaine à 17h15. Et puis un petit peu plus tard, vous avez pris cette semaine l'habitude, et bien après Portugal-Espagne, après également la victoire des Pays-Bas sur la Belgique, ce soir ce sera Norvège-Serbie. Ah ouais, là ça fait un peu plus de chemin quand même pour aller en Norvège pour les Serbes. La Serbie, c'est pas loin d'ici, pas loin de la Croatie. Coup d'envoi 21h05 avec Candice Roland et Johan Rioux aux commentaires. On est dans les 10 derniers kilomètres et regardez l'effort des coureurs de l'équipe Bahreïn sur la gauche ici qui remonte. L'équipe Kern Pharma également qui est bien représentée à droite avec ses maillots verts, à ne pas confondre avec les maillots glace de l'équipe B&B Hotel KTM, l'équipe française présente sur ce Tour de Croatie qui est un petit peu plus en retrait pour l'instant. On est au sprint. Là, on est clairement en train de donner le maximum là pour les équipiers. Il y a Cyril Gauthier avec Koretsky, il me semble, dans sa roue là, qui était placé à côté des coureurs de l'équipe Bahreïn. Ah, on nous montre Vingegaard là qui est là. 231, effectivement, qui essaye de rester dans la roue de son équipier Koen Bouwman. Allez, Omar Fraile qui s'est fait dépasser. Regardez, voilà. On est en train de replacer Vingegaard. Il a deux équipiers devant lui. Fait signe à Caruso qu'il passait juste à ses côtés. Caruso, dossard numéro 5. C'est peut-être la roue à prendre, c'est ce que pense Omar Fraile, qui est dans la roue du vainqueur du dernier Tour de France. Il y a toujours une forme de respect évidemment par rapport au vainqueur du Tour. Vous avez vu, on ne l'a pas gêné, on n'a pas fait obstruction pour l'empêcher de remonter et de venir se placer ici dans les premières positions avec ses deux équipiers devant lui. La formation UNEX également. Cette équipe qui n'est venue qu'avec 6 coureurs au départ et non 7 comme pour les autres formations. L'équipe UNEX avec les maillots jaunes et rouges que vous voyez sur la droite. Dans cette équipe, on a Thorsten Train, notamment le Norvégien. Ouh là là. Qu'est-ce qui se passe avec Miolevich qui se retourne, mal placé dans ce peloton? Est-ce qu'on a perdu un coureur? Peut-être. Ils sont que 3 à l'avant avec Damiano Caruso, Jonathan Milan et puis Bernsteiner, non? Non, il me semble que j'ai vu Bernsteiner devant. Et d'après ce que j'ai vu, il travaille vraiment pour Buitrago, pour le replacer, pour le maintenir à l'avant. Le Colombien Buitrago qui peut être considéré comme le leader désigné, Santiago Buitrago, qui a eu l'occasion de remporter cette année une étape sur les routes du Tour d'Italie. C'était en fin de Giro, c'était à Lavarone, une étape de moyenne montagne. En tout cas chez UNEX, il manque personne à l'appel. Ils sont tous les 6 à l'avant, au coup d'en-roue. Là on voit toute la difficulté pour venir se replacer dans les premières positions. Le peloton prend toute la largeur de la route. On vient de parler de Buitrago, je vous propose de l'écouter, c'est très court. C'était en début d'étape, interrogé par Charles-Antoine Nora. Écoutez le Colombien âgé de 23 ans seulement. C'est un final difficile, le dernier kilomètre est très compliqué avec beaucoup de gravel. On verra étape après étape et on va essayer de faire quelque chose aujourd'hui. Voilà, si vous nous rejoignez maintenant, on vous rappelle, c'est tout l'enjeu de cette étape et la particularité, c'est que on aura une vraie portion gravel, une vraie portion sur chemin de terre qui va sûrement perturber évidemment quelques coureurs. C'est spectaculaire, certains trouveront que c'est peut-être excessif. C'est ce que l'on a vu également sur les routes du dernier Tour de France où, rappelez-vous, Pogacar s'était imposé devant Vingegaard au sommet de la super planche des belles filles. Et on avait vu pourtant Vingegaard attaquer Pogacar, essayer de le distancer en vain. À nouveau donc le vainqueur du Tour, certainement pas dans sa meilleure forme du moment, mais pour sa course de rentrée qui est là et qui va retrouver un terrain où il n'est pas, vous le savez désormais, désavantagé. Un virage angle droit avec une relance énergique pour les coureurs. Et on est à 5 km, le panneau vient d'être franchi. La montée finale, elle débute à un peu plus de 1500 mètres de l'arrivée. 1 km 600 de l'arrivée. On a à peu près 700-800 mètres de gravel et les 500 derniers mètres sont à nouveau bitumés. Alors le bitume n'est pas en très bon état, mais c'est là où on aura du bitume et c'est surtout là où on aura les pourcentages les plus importants de cette ascension. Plus ça monte, plus c'est difficile en quelque sorte. Un vrai final pour puncher plutôt que pour grimpeur.
parce que contrairement à la super planche des belles filles, il n'y a pas ces kilomètres d'ascension qui précèdent ce final en gravel. Et là, vous le voyez, il reste encore du monde dans ce peloton en dépit de l'ascension précédente, la côte de Draga qui a été franchie tout à l'heure en tête par Alexis Guérin, le français de l'équipe Vorarlberg. Avec Caruso là maintenant qui roule pour Jonathan Milan, pour Buitrago aussi. Ah bah Kevin Reza, on ne change pas une méthode qui a fait ses preuves ces derniers jours, même si le profil est complètement différent aujourd'hui. Hein. Même si c'est pas ton... Non, je l'avais pas choisi, non, du tout. Oh là 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 là. Il l'assume pas. Là, je sais pas quoi dire, non, mais on verra si la stratégie sera perdante pour eux. Ouais, mais à voir, hein, mais en tout cas ça va être intéressant de voir Jonathan Milan, à voir comment il va se comporter dans cette ascension. Il reste 2 km avant d'arriver au pied. On est sur cette route, sur cette belle route. On va tourner sur la droite pour aller chercher ce chemin gravel. En tout cas, ils ne changent pas leur façon de courir. Depuis 2 ou 3 jours, ils font la même tactique. Caruso mène Milan aux avant-postes. Attention la moto. Ouh là là, ouais, il s'est fait un peu surprendre le motard. Allez, on est à 3 km de l'arrivée. Ça aussi, c'est un peu une marque de fabrique hein, sur cette épreuve. C'est pas la première fois que ça arrive. Ah, là, il faut accélérer. Hein. Ça va très vite dans le peloton. Allez, une épingle à cheveux. Bah oui. Bah, si la moto a viré en même temps que les coureurs. Bah, la moto a viré moins vite, ouais. Là, les sacoches ont dû toucher hein, quand même. Mais les coureurs n'ont pas de sacoche. C'est pour ça qu'ils peuvent virer beaucoup mieux. Allez, on est en train de remonter. Toujours l'équipe Jumbo-Visma hein, qui roule en tête avec Vingegaard en première position. Juste derrière lui, Damiano Caruso en 4e position. Le leader de la course en 5e position. Jonathan Milan avec son maillot rouge, mais pas le rouge de l'équipe Bahrain Victorious, le rouge de ce maillot de leader. Allez, tout le monde essaye de venir se replacer. Enfin, tout le monde, tous ceux qui étaient à l'arrière. On est en train de replacer aussi Jacopo Mosca là, pour l'équipe Trek Segafredo. On a Omar Fraile sur la gauche. Regardez Cyril Gauthier aussi pour l'équipe BNB Hotel qui est en train de frotter, d'essayer de se faire une place pour remonter. C'est Victor Koretsky. Ouais, c'est Koretsky hein, qui est dans sa roue. Mais regardez, hein, quand même l'équipe Ineos, Fraile il remonte, mais il remonte personne, il remonte lui-même. Hein, c'est-à-dire que on n'a pas vraiment chez Ineos, j'ai l'impression de véritable stratégie hein, pour un coureur. Regardez, je pense que l'arrivée elle est là-haut. Hein. Oui, bien sûr. Je pense mais on va prendre un chemin, pas le chemin de terre que vous avez vu. On aurait pu faire pire alors. Oh, on aurait pu démarrer de plus bas. Bien sûr. Oh là là, on aurait pu. Non mais attendez, on va vite y arriver là, parce qu'on est à 1,7 km de l'arrivée. On va tourner sur la droite là d'ici 200-300 mètres et ce sera le chemin gravel. L'équipe DSM aussi là qui est bien regroupée à l'avant, qui est venue au bon moment. Hein. On les avait pas encore trop vus, pas à ce niveau-là. L'équipe DSM avec dans cette formation Nils Sekov, mais avec aussi Chris Hamilton qui est placé et Oscar Onley également. Allez, c'est terminé en ce qui concerne le travail effectué par ce coureur Frédéric Dvernes. Avec Caruso, c'est fini aussi. Pour l'équipe Uno X. Il vient de s'écarter. Caruso pour l'équipe Bahreïn. Et c'est l'équipe DSM qui entame le chemin gravel en tête. Et Jonathan Milan, il est là en 2e position. Allez, c'est parti. On le voit, route étroite. Alors la première partie, c'est la plus facile hein, sur ce chemin gravel. Il y a du pourcentage, mais c'est pas non plus des gros pourcentages. Cyril Gauthier en 2e position. Et la force brute de Milan va peut-être encore pouvoir s'exprimer parce que c'était aussi, je dirais, ça. Oh, les Koretsky qui prend la tête maintenant. Non, c'est Cyril Gauthier. Ouais. Cyril Gauthier, oui. Cyril Gauthier. Malheureusement, Victor Koretsky, il n'est pas là. Il n'est pas tout de suite là dans la roue. Il n'est même pas dans les 10-12 premiers. Voilà, puis c'est tortueux ce chemin-là. Hein. Et on a Omar Fraile qui, lui, est toujours bien présent en 2e position. Allez, ouais, Omar Fraile qui est là. On a Haydouk aussi, hein, qui est là pour l'équipe Ineos, là, en 3-4e position. Regardez comme ça, il tire. Hein. C'est en train de faire mal derrière. Il est là, hein, Victor Koretsky, il est en train de venir se replacer. Là, regardez, sur la droite de l'écran. Sur la droite, on l'aperçoit. Il y a, bien sûr, hein, il y a Vingegaard qui est là dans la route, Jonathan Milan, qui lui est là, hein, Jonathan Milan. Il y a Buitrago aussi qui vient se replacer. Et Gauthier essaye tout simplement de faire craquer Milan, mais pour l'instant en vain. On voit des coureurs se faire distancer à l'arrière, mais en revanche le leader de la course, eh bien, il tient le choc. Allez, attention, on s'observe un petit peu, Fraile se retourne. Ouh là là, ça fait tomber à droite là-bas pour le coureur de l'équipe Cararoal. C'est Haydouk hein, qu'on aperçoit là-bas pour Ineos également.
On a Oui, derrière. oui. Haïdouk, il est là, il est sur la gauche. Ah, ça se bouscule avec Oscar Onley et Frail. Oui, ça frotte un petit peu. Et regardez, Jonathan Milan, c'est lui. Hein, oh là là, 600 mètres de la ligne, qui est en train maintenant d'accélérer. Vingegaard va essayer de rester dans sa roue. Regardez, au sprint à 500 mètres de la ligne. Vingegaard reste calé dans son sillage. Ça a l'air difficile pour Fraile maintenant. C'est là où on a les pentes les plus raides. Hein. On a récupéré la route bitumée. Et on a Fraile qui est en train de partir. Avec Only qui est là. Juste aux côtés des meilleurs. Or que c'est dur, maintenant on arrive dans les pourcentages les plus difficiles. Allez, il y a Butrago aussi qui est là, mais qui bute un petit peu. Oh, qu'est-ce que c'est raide. Et on s'observe Fraile. On a l'impression que Fraile il est peut-être en mesure encore de produire un effort. Il s'est retourné vers Vingegaard. C'est Vingegaard, hein, je pense qu'il a l'air vraiment très bien. Hein. Il monte assis là, dans ce virage très raide. Alors, on a encore un autre coureur là de l'équipe Bahreïn. C'est pas Mohoric. Mohoric qui est là, ouais. Mohoric qui a pris la tête devant Vingegaard. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah on a perdu. Bon, on a vaguement vu, il me semble, Koretsky d'ailleurs. Regardez encore Jonathan Milan qui est là, qui en remet une. Oh là 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 là, c'est impressionnant. Bouche ouverte, Jonathan Milan qui se livre totalement. Vingegaard qui pour l'instant reste... Et on a Only qui est là, regardez, pour l'équipe DSM. Et c'est lui d'ailleurs qui va maintenant porter son accélération. Oscar Only, qu'on avait déjà vu le premier jour, avec Vingegaard dans sa roue. Vingegaard qui attend son heure et qui va peut-être maintenant livrer le sprint. Eh bien, on peut vous dire que ce ne sera pas le même vainqueur que hier et avant-hier. Vingegaard, le vainqueur du Tour de France, en tête maintenant dans les derniers mètres, qui s'arrache devant Only. Personne n'avait mis favori. Et Vingegaard, eh bien, il s'impose finalement. Il s'impose devant Only. Sur cette ligne d'arrivée. Attention, Jonathan Milan il est là, hein, ça va être important. Les écarts 7-8 secondes à peu près de retard. Ça suffira pas pour lui prendre le maillot de leader. Ah oui, ça suffira pas pour prendre le maillot de leader, ouais. Il va rester leader à l'issue de cette étape en allant chercher cette place, j'ai l'impression. Jacopo Mosca. On a... Et le vent ici à l'arrivée qui n'a pas empêché Vingegaard de faire son numéro aujourd'hui à l'arrivée de cette étape. Hein. C'était quand même très spectaculaire cette arrivée, comme on pouvait l'imaginer. Et on voit ici les meilleurs de cette étape, avec le leader de la course, le coureur italien Jonathan Milan, qui a parfaitement tenu le choc, même si Jonas Vingegaard a réussi un véritable petit exploit pour sa course de rentrée en allant chercher à Primostein la victoire devant Oscar Only et Matej Mohoric. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'on a vibré quand même dans cette fin d'étape où on voit les coureurs tenter de récupérer sur la droite. Vous apercevez Axel Laurens, le meilleur jeune, qui est allé chercher une place d'honneur à l'arrivée de cette étape. Il doit prendre la 6e place à l'arrivée de cette étape. Mais il y a eu un petit écart hein, quand même entre Vingegaard et Oscar Onley qui ont terminé dans le même temps. Et puis Matej Mohoric et les suivants qui eux ont perdu quelques secondes. Allez Patrick, on va ouvrir ça va frotter parce que là, franchement, il y a des choses à débriefer. Quelles images spectaculaires. Et puis bien sûr, Charles-Antoine Nora et Charlie Fort-Boursereau sont sur place pour aller récupérer des déclarations. Restez avec nous. Victoire du vainqueur du Tour de France, Jonas Vingegaard. Allez, il vient de s'imposer Jonas Vingegaard sur cette étape vraiment spectaculaire dans ces derniers mètres. Il y avait tout, il y avait le gravel, il y avait le paysage également, il y avait ces pourcentages terribles et puis cette portion de gravel. On va tout de suite partir voir nos envoyés spéciaux qui sont avec Axel Laurens, le français. C'est ça, on est avec Axel Laurens. Quel effort violent, Axel, vous avez arrivé, c'était quasiment inhumain. Ouais, les 50 derniers mètres, c'est un truc de fou. Et je suis plutôt content parce que au pied, j'étais pas super bien. Donc je suis pas arrivé dans les meilleures conditions. Après, j'ai vu que tout le monde s'écartait. J'ai dit, allez, j'ai vu il reste 500 mètres. J'ai dit, mec, 500 mètres, faut y aller.
Et j'arrive à remonter pas mal de mecs. Après, je suis trop juste pour la victoire, mais c'est de bon augure. Ouais, on me dit dans l'oreillette que vous êtes 6e. C'était vraiment impossible de suivre l'accélération de Jonathan Milan et puis Vingegaard devant et Oscar Onley. Ouais, j'étais trop loin pour faire quelque chose. Mais bon, comme j'ai dit, j'étais un peu à fond au pied, donc faire 6e, c'est pas si mal. Merci Axel. Mais c'est même super bien de faire 6e aujourd'hui sur cette arrivée, messieurs, non? Oui, c'est très bien. Enfin, il va pas dire ça, il va pas dire j'ai fait un super résultat, mais... C'est sa première année chez les pros, il démontre vraiment de belles qualités. Sur tous les terrains, quasiment. Les terrains, il sprint, il a du punch, et voilà, il nous surprend après chaque course. Ouais, de course en course, il nous montre des qualités, vraiment des belles qualités. Hein. Ça va être vraiment un coureur hyper intéressant à suivre dans les années à venir, là, même sur les prochaines courses. Parce qu'on voit qu'il est rapide au sprint. Et là, sur une arrivée, vraiment une grosse arrivée de puncher avec Vingegaard, qui est quasiment un des meilleurs, qui est un des meilleurs sur ce type d'arrivée. Il est là, il est tout proche. Hein, donc, c'est hyper intéressant. Je m'en veux un peu parce qu'avec son maillot blanc, je ne l'ai pas vu sur le final. Donc, après, voilà, honnêtement, on a bravo. suivi les deux premiers dans le final et après, derrière, c'était compliqué de suivre. Mais on va prendre le temps de regarder ça également à nouveau, bien sûr, en décryptant la victoire de Jonas Vingegaard, mais aussi en regardant justement ça. Alors, on peut peut-être repartir de là. Là, c'est Milan. Il est où, là, Axel Laurence, à votre avis, à cette hauteur? Bonne question. Alors lui nous a dit qu'il était trop loin à ce moment-là pour pouvoir vraiment suivre. Donc, ouais, il n'est pas du tout là, même à hauteur des treks. Il n'est pas du tout là. Hein. Sur cette vue, oui, de toute façon, on ne pouvait pas le voir. On ne l'aperçoit pas du tout sur cette vue-là. Là, c'est Omar Fraile qui est devant avec Onley. Quelle remontée il a fait dans les pourcentages les plus Exactement. forts, en fait. Là, il y a 3, 6, il y a 8 coureurs et il n'est toujours pas là. On peut rappeler le pourcentage, là, Christophe? Là, on est à 20%. Là, 20%. Là on est à 18, 20%. Il est quand derrière, on voit la là. vitesse. On l'aperçoit. Je pense qu'il est en 15e position, quelque chose comme ça. 3, 6, 8. Ah ouais, il est au moins en 15e position à ce moment-là. Regarde, il est pas là encore. Il est toujours pas passé. Hein. Incroyable. Il est vraiment loin. Il est revenu très fort sur le final. Wow. Là, il est toujours pas là non plus. Ouais, non, honnêtement, c'est dommage qu'il était placé assez loin, qu'il n'était pas tout de suite avec les meilleurs. Il ne s'est pas écrasé du tout non plus. Ah non, ça veut dire qu'il a fini très fort. Il a fini beaucoup plus fort, en tout cas. Là, il est là-bas au fond, voilà. Avec le casque noir, vous le voyez. On commence seulement à l'apercevoir. Plein centre, quasiment. Eh non, il a fait un très gros finish. Hein. En plus, c'est le moment où Vingegaard et Onley vont commencer leur effort. Jonathan Milan aussi, hein, dans les. Oui, mais c'est le moment où Milan, sur le final. C'est le moment où Milan va céder, hein, d'ailleurs. C'est ça. Céder relativement, hein, parce qu'il va quand même aller chercher une place à l'arrivée. Regardez, il est là-bas. Hein. Là, il est encore pareil. Hein, il est encore 10-12e. Hein. C'est vraiment que sur la dernière rampe, là, dans les 50 derniers mètres, là où Vingegaard va faire la différence avec Onley pour aller chercher la victoire. Moritz en 3e position. Albanese qui se retourne ici, maillot bleu, qui va prendre la 4e place. Il y a un écart. Albanese, Milan. Regardez, il est là. Oh, le sprint. Je pense qu'il peut avoir des regrets parce qu'on a vu Cyril Gauthier qui était bien placé vraiment au pied de cette s'il avait été placé avec Cyril. S'il avait été placé avec Cyril, il aurait pu faire de meilleures montées. Koretsky qui passe la ligne, le 3e homme de cette équipe BNB Hotel KTM. Encore une fois, ils ont fait le job, mais c'est vrai qu'ils peuvent avoir des regrets. À nouveau, après cette défaite hier pour une histoire de millième, quand même, Axel Laurence a montré en tout cas qu'il était très fort. Si on insiste là-dessus, c'est aussi parce que Axel Laurence, donc on vous l'a dit, un néo-professionnel qui a 21 ans depuis le 13 avril dernier, a été 2e de la Bretagne Classique, donc une course World Tour, on le rappelle, cette saison, remportée par Wout van Aert. Il a aussi fait des top 10 sur le Tour du Luxembourg, juste derrière. Et donc là, c'est son 2e top 10 après la 4e place d'hier. Ça commence à être très impressionnant, en tout cas, cette fin de saison de ce très jeune coureur qui avait confié dans un entretien, notamment sur la précédente course, donc le Tour du Luxembourg, qu'il se sentait un peu à l'aise dans toutes les disciplines aussi. Il avait dit le VTT, le cyclocross, etc. Ça, c'est bien, c'est des profils comme ça de coureurs qu'on attend aujourd'hui, non? C'est surtout les profils des coureurs qui sont les plus performants aujourd'hui dans le peloton international. Donc non, c'est très intéressant. Il montre vraiment des très belles qualités. On se rappelle quand même qu'il était à la lutte avec Wout van Aert sur pas le Grand Prix de Fouet, là. Comment on l'appelle classique. Vous m'écoutez pas, Christophe? Je viens juste de le dire. Non, mais je voulais juste préciser qu'il était à la lutte avec Wout van Aert. Donc c'est quand même, ça veut dire que déjà il est capable d'être très rapide au sprint sur une course qui était hyper exigeante, très longue, une course World Tour. Là, on est sur une course d'un moindre niveau, mais avec une grosse adversité en face. Et s'il est mieux placé, on peut tout à fait imaginer qu'il peut tout à fait aller rivaliser avec Onley et Vingegaard. Quand on voit le final qu'il est capable de faire, c'est chouette. Enfin,
belle perspective pour lui. Là, vous savez quoi, on prendra encore plus le temps demain de remonter carrément justement cette place avec Axel Laurens, le moment dont on se place aussi sur la bosse précédente peut-être également. On étudiera vraiment comment il s'est placé pour voir aussi ce qu'on peut faire samedi, parce que samedi il y a aussi une belle étape qui attend. On l'attend samedi à Axel Laurens? Finalement on va l'attendre tous les jours. Ouais. Parce qu'on attendait quoi, plus Viktor Koretsky aujourd'hui? Si, mais il ne fallait pas oublier Axel. Il a été protégé depuis le début. Il a fait le forcing de rester dans le meilleur groupe la première étape. Il n'a pas perdu de temps. Donc voilà, ils avaient 2 coureurs protégés. Il en faisait partie. Et maintenant, il démontre que physiquement, il était un peu meilleur que Viktor Koretsky. Alors, il n'a pas gagné, Axel Laurens. Il termine 6e. Celui qui s'est imposé s'appelle Jonas Vingegaard. Il est danois, bien sûr. Et lui, tout le monde le connaît depuis qu'il s'est imposé sur la grande boucle, sur la plus haute marche du podium. Il est monté sur la plus haute marche du podium sur les derniers Champs-Élysées, sur l'arrivée aux derniers Champs-Élysées. Je suis en train de me paumer complètement parce que j'attends, Patrick, que vous fassiez le classement de l'étape et puis le classement général parce qu'il a gagné l'étape. Il n'est pas leader, Jonas Vingegaard. Non, alors d'abord l'étape, effectivement. Et un mot quand même en ce qui concerne Vingegaard. Sa course de rentrée, vous l'avez dit. Il avait gagné 2 fois sur les routes du Tour de France. C'était des étapes de montagne, on s'en souvient, le Granon et Hautacam. Il avait gagné également une étape de montagne. Pareil, une arrivée au sommet, c'était sur les routes du Critérium du Dauphiné, la côte, le plateau de Salaison. Mais cette victoire, elle nous rappelle sa première de la saison. C'était, rappelez-vous, sur la Drôme classique. Il s'était imposé à Étoile-sur-Rhône. Une difficulté aussi où il avait fait la différence. Eh bien, en tout cas, il s'impose à nouveau, mais cette fois-ci pour la 6e fois de l'année, sa 6e victoire. Au classement général, Vingegaard est désormais 2e. Ça se joue. Ça se joue pas au millième là, mais à la seconde. Non, mais ça se joue quand même à 1 seconde près, en cumulant les secondes de bonification, les 10 secondes qu'il prend par sa victoire, et l'écart à l'arrivée, donc 1 seconde seulement, qui permet à Jonathan Milan de sauver son maillot de leader. Il y a des secondes qui sont parfois des éternités. Et puis Oscar Onley, le Britannique de l'équipe DSM, qui va chercher la 3e place provisoire au classement général. À noter quand même qu'on a 2 coureurs de l'équipe Bahreïn Victorious dans les 4 premiers du classement général, puisque Mohoric est 4e ce soir. Derrière, bien sûr, Milan, le leader de la course. À noter quand même que j'ai gagné le prono par procuration, puisque Christophe me l'a attribué. Mais quand même, merci. De rien. Christophe, c'est très très dur aujourd'hui de miser sur. Du coup, j'ai un demi-point, non? Sur Jonas Vingegaard. Non, par contre, j'aurais le droit de m'acheter la crêpe. Vous avez le droit de m'acheter la crêpe si vous le. Il lâche rien, lui. On va voir les images de l'arrivée. On les voit en boucle repasser. Mais moi, vraiment, on avait parlé de la planche des belles filles en avant-course. Évidemment, c'est pas la même longueur, mais sur l'arrivée, je me suis dit est-ce que du coup, il n'y en a pas un qui va jouer le Pogacar, là, aller encore faire le même chose et battre comme ça Vingegaard sur la ligne? Alors, ça ne s'est pas passé comme ça, mais là, sur cette arrivée, on est vraiment à l'arraché, quoi. Il était tout proche, Onley, je pense. C'est Onley à qui vous faites référence. Il était tout proche de battre Vingegaard. Ils sont restés au coude à coude là, pendant les 20-30 derniers mètres. Et j'ai bien cru que Vingegaard allait coincer. Sur le final, ça n'a pas été le cas. Ça veut dire quoi, Christophe, de sa préparation aussi? Parce qu'on a parlé, il faut recontextualiser, redire que beaucoup se sont inquiétés, interrogés sur le fait de ne pas le revoir en course depuis le Tour de France. On a parlé d'une potentielle dépression, de moments difficiles post-tour. Nous aussi, on en avait parlé en plateau. Il était allé 1 mois en Espagne, notamment pour préparer le Tour de Lombardie, qui va arriver. Ça va être son prochain objectif. Mais s'il est déjà à cet état de forme-là, c'est qu'il s'est quand même vraiment bien entraîné. Oui, il s'est bien entraîné. De toute façon, on l'avait dit, il peut plus se permettre aujourd'hui de venir sur des courses comme ça avec le statut qu'il a et ne pas être au niveau. Donc non, dès le premier jour, il nous a dit qu'il était là sur le Tour de Croatie pour préparer le Tour de Lombardie. Et on le sait, on ne peut pas être à 1 semaine du Tour de Lombardie, on ne peut pas viser un résultat là-bas sans être performant sur le Tour de Croatie. Et aujourd'hui, là, c'est très rassurant ce qu'on a. Dring. Je suis arrêté, nickel. Il veut vous parler pas en danois, mais en anglais, Jonas Vingegaard. Félicitations Jonas pour cette victoire, la première depuis le Tour. Le final était difficile. Oui, merci. C'était un final très difficile. Ça montait, ça descendait. Il fallait appuyer très fort sur les pédales. Mais les jambes étaient très bonnes. On a travaillé pour ça toute la journée, donc c'est vraiment bien de gagner. Maintenant, vous allez songer au général. Il y a encore pas mal d'étapes à venir. Je ne sais même pas vraiment les classements, les écarts.
J'ai l'impression que Milan est toujours leader. Après, la forme est là, donc je vais essayer. Ça vous donne le moral évidemment pour la suite de la saison. Oui, bah, c'est toujours bien pour moi de gagner évidemment. Surtout sur la deuxième partie de saison. L'année dernière, j'étais pas aussi fort à ce moment de la saison. Donc bien sûr, je suis très heureux. Est-ce que vous avez aimé les paysages sur ce Tour de Croatie? Ouais, c'est très beau. C'était vraiment très beau toute la journée aujourd'hui. De vacances peut-être, c'est ça qu'on essayait de proposer à Jonas Vingegaard. Messieurs, on va revoir, là on voit l'arrivée, on voyait Vingegaard passer la ligne également, on va regarder une image parce que Jonathan Milan est toujours leader, mais regardez quand il attaque dans le final, il l'ouvre, mais alors la bouche complètement, elle est incroyable cette image-là. L'effort, ça montre bien quand même, non, ce que ça veut dire physiquement, la douleur dans les jambes. Quand il attaque, il met tout, il met même 110% de ce qu'il a, non? Oui. Ah oui, on le saura moins. Non, mais c'est vrai que l'effort était... C'est ça là, finalement la grosse différence aussi avec la planche des belles filles à laquelle on fait référence. C'est que là on est sur un effort extrêmement bref mais d'autant plus intense. Et on s'attendait à voir plutôt des punchers. C'est un grimpeur qui gagne, hein, c'est Vingegaard qui gagne. Moi, ça montre quand même l'étendue de son talent. Là il fallait être explosif, il l'a été. Je vous l'avais dit en avant-course, parler de punchers, il y a aussi des grimpeurs qui seront à l'arrivée. Pas que, puisqu'il y a aussi des sprinters punchers qui sont à l'arrivée. Il y a même un descendeur, il y a Mohoric aussi. Heureusement qu'il ne fait pas que descendre, ça serait compliqué quand même pour Mohoric. On va écouter Jonathan Milan. Oui, Jonathan, it's a great ride from Bahrain victorious, but you missed the win. C'était vraiment bien joué de la part de la Bahreïn, mais vous avez perdu aujourd'hui. Ouais, mais c'était vraiment une belle course pour nous. C'est vrai, on a manqué la victoire. Dès le départ de l'étape, on était effrayé par ce final, on savait que ce serait très très dur. Il y a 200 mètres, waouh, c'est très compliqué. Et puis on a été attaqué. On a tenté parce que bon, les jambes étaient plutôt bonnes. J'avais pas assez d'énergie pour répondre aux dernières attaques, mais je suis quand même très content de ce qu'on a fait. Demain, on aura encore le maillot de leader du classement général. Bon, on n'a qu'une seconde sur Vingegaard, mais on va essayer de prendre du plaisir. Matej Mohoric, Santiago Buitrago sont toujours là, ça peut aussi être des bonnes cartes. Oui, bien sûr. Le plan, c'était aussi de mettre Matej dans les bonnes conditions pour le final. Bien sûr, ce sera aussi un leader de rechange, mais même Santiago, hein. On a vraiment deux mecs très forts pour le classement général. Ah, il voulait absolument ouvrir le champagne, en tout cas Jonas Vingegaard, c'est lui qui allait chercher la bouteille en disant « Ah, champagne, champagne !» Bah oui, quand même, une victoire après le Tour de France, ça se fait. Merci à Jérémy Sakian pour la traduction, bien sûr, et à Charles-Antoine Laura et Charles Boursereau qui sont sur place. Alors là, on voit le podium du vainqueur de l'étape, on rappelle que Milan est toujours leader. La question, elle est simple, messieurs, pour le classement général, est-ce que ça ne va pas jouer aux bonifications à un moment donné? C'est-à-dire, est-ce que Milan ne va pas essayer de remporter, par exemple, celle de demain, et Vingegaard va essayer et ensuite il va essayer de coller à la route Vingegaard le plus possible samedi. Ça va pas se jouer à ça? Vous allez faire le briefing pour l'équipe Bahreïn demain, je pense, c'est ça? Je pense qu'on va le faire comme ça. Non, mais oui, c'est exactement ça. Vu ce qu'il a été capable de faire sur les deux premières arrivées au sprint, oui, demain, il doit absolument essayer de capitaliser au maximum. Il sait qu'il est un tout petit ton en dessous dès que l'arrivée sera difficile. Donc on sait que l'arrivée de samedi est difficile. Il y aura aussi avant ça d'autres étapes où il y aura des bosses, mais pas sur l'arrivée. Donc il faut absolument qu'il aille chercher des bonifications. Sinon, je crains que ce sera compliqué pour Jonathan Milan de rivaliser avec Vingegaard sur l'étape de samedi. Kevin? Non, mais Christophe a tout dit. Après, ça sera les jambes qui vont parler, mais je pense qu'il a de très bonnes jambes. Après, c'est la gestion de l'équipe en interne de chez Bahreïn. Il ne faudra pas courir après plusieurs coureurs. C'est ça, est-ce qu'on laisse Milan ou est-ce qu'on change? Est-ce qu'on switch? Finalement, on a pu voir que Milan est... Parce que, pardon, Mohoric est quatrième à 9 secondes, juste pour rappeler. Et Buitrago, qui est quand même grimpeur, il est à 20 secondes. Et là, finalement, je pense que c'est même Milan qui a mis en difficulté sa propre équipe dans le final. Il a attaqué à plusieurs reprises. Il a pu voir qu'il n'a pas pu faire la différence à la jambe.
Mohoric et Buitrago n'étaient pas du tout dans sa roue à ce moment-là et c'est lui qui met en difficulté la stratégie de sa propre équipe. Kevin, on va regarder le profil de l'étape de samedi, justement, pour voir si ça peut convenir à un coureur comme Milan ou non. Donc c'est ce qu'on appelle l'étape reine, même s'il n'y a pas d'étape de montagne sur ce Tour de Croatie, cette Crorace à proprement parler. On va regarder le profil ensemble et puis on va regarder du coup si ça peut lui correspondre. Le voilà. On a presque 3000 mètres de dénivelé positif ce jour-là. On voit, il y a surtout une grosse ascension de première catégorie, 16 km à 6% là, au bout de 60 km de course. Et après, c'est vallonné toute la journée. Et l'arrivée, à la fin, bon... Alors, il ne faut pas se laisser abuser par les pourcentages parce qu'aujourd'hui, c'était annoncé 1 km 600 à 6% par exemple, l'arrivée. On a bien vu que c'était très loin de ça. Donc on peut aussi avoir des surprises sur l'arrivée de samedi. Mais en tout cas, on voit bien que tout au long de l'étape, ce sera difficile et il y aura surtout beaucoup plus de dénivelé que ce qui a été proposé. La Jumbo va mettre en route dans la première, dans le col de première catégorie ? En tout cas, ça aura le mérite d'être... je pense que ça doit avoir le mérite d'être tenté. Tout est possible. Ça dépend de demain, évidemment. Ça dépend de demain, mais après, le gabarit de Milan, ça reste un gros bébé. Ça reste difficile à plus de 3000 mètres de dénivelé à la journée. Ouais. On sait qu'il passe bien les bosses d'1 km, 1 km et demi, mais de là à passer consécutivement les difficultés à plus de 16 km samedi, ça va être difficile pour lui de conserver ce maillot. Oui, donc ça veut dire, attention, peut-être discussion interne au sein de l'équipe Bahrain Victorious. Patrick, vous nous refaites un petit peu de classement avant qu'on accueille Greg Achard avec plaisir. Oui, effectivement, ce classement général qui est le plus important ce soir, où l'écart est des plus minces, puisqu'une seule petite seconde sépare le vainqueur du jour du leader au classement général qui reste Jonathan Milan. Une petite seconde, c'est donc effectivement loin d'être terminé. À noter, vous l'avez fait, qu'il peut, Vingegaard, redouter la tenaille dans laquelle il se trouve entre Milan, qui reste leader, et Mohoric, lui, qui est quatrième, avec un retard de, je ne sais plus, 8 secondes, 9 secondes de retard. 9 secondes exactement de retard pour Mohoric. Et n'oublions pas également ce jeune Britannique de 19 ans, Oscar Hindley, qui a pris la deuxième place aujourd'hui. Et pour l'équipe DSM, à laquelle il n'appartient pas, il est dans l'équipe réserve officiellement. J'espère qu'il aura son contrat l'année prochaine. Oscar Hindley est troisième ce soir à 5 petites secondes seulement. Vous n'avez pas vu le classement, mais vous l'aurez compris, c'est très serré. Je souris, Craig, parce qu'à chaque fois, vous me dites que je fais la tête. Donc là, je me suis remise en question. Je me suis dit, il m'a dit, je fais la tête. Du coup, il ne faut pas que je fasse la tête. Du coup, je force mon... Si, vous l'avez dit en direct. Du coup, il faut que je force le sourire. Je suis très contente de vous accueillir, Greg. Du coup, on voit. Allez-y, faites-nous le classement. Franchement, Milan qui a gagné 2 étapes, dont hier une au nez à la barbe, t'as compris le jeu de mots, le petit français, un peu les boules, mais Vingegaard sur la chaîne équipe, vainqueur du Tour de France, qui peut gagner la Crorace, moi je dis c'est spectaculaire. Ah, pas mal. Nous là, bien. Oui, c'est bon, merci. Bon, on continue. On va parler de Griezmann peut-être à la Juve. On va parler de Neymar, Mbappé. Il y a quelques tensions, peut-être embêtant pour le PSG. On se posera la question. On parlera de Thierry Henry qui dit que la VAR tue les émotions. On va parler de tout ça. Par la petite lucarne, il y aura le foot, il y aura des infos, il y aura des buts. Ça va être super bien. On va essayer d'être à la hauteur du cyclisme. On va se battre, on va s'arranger. Ça va être bien. 14h40 demain à 14h40, 4e étape. Ouais. Et surtout dans l'équipe de Greg, il y a Charles-Antoine Nora qui nous fait un point sur l'étape à 18h35, 40. On a hâte. Il y a Greg Achard. Ah oui, il y a moi aussi. Mais ça, c'est parce que ma mère qui dit ça. On vous envoie des textos, ma mère. Vous aussi. Oh, allez, 14h40 demain pour finir de suivre cette Crorace. 14h35 même. N'oubliez pas les 5 premières minutes parce que, oui. Ça grave des minutes. Je dis ça pour Patrick. Allez, à demain. Oh.